pense qu'il faut être pédagogue quand tu parles avec des gens. Pas par paternalisme. Pas par paternalisme. Pas par paternalisme. Pas par C'est l'intro, par pitié. Pas par paternalisme, mais par envie de comprendre l'autre et de se faire comprendre. Bonjour et bonsoir à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du super podcast vraiment cool et intéressant, en plus d'être innovant et host par de Gauchias. Je suis votre host principal Mandar, et je serai accompagné aujourd'hui, comme d'habitude, par mon camarade / co / amant Ratus. Bonjour. Eh bien, bonjour Mandar, mais nous ne sommes pas tout seuls ce soir. En effet, on n'est pas tout seul, parce que vous avez peut-être remarqué que mon son a un peu changé, c'est parce que mon bon micro a été troqué pour nos deux superbes invités, que je vais te laisser présenter. Nous sommes en effet accompagnés aujourd'hui, cher Mandar, par Ellie et Az. Alors je vais vous laisser vous présenter, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Az, fameux homme trans. Il fait le feu, souvent. Je fais le feu et j'aime bien la gauche. Ouais. Voilà, l'homme trans enflammé on l'appelle. C'est un super nom. Et toi Ellie, qui es-tu ? Moi, je suis une personne non-binaire. J'aime bien les gens, et j'aime bien l'art, et j'aime bien la politique. Voilà. Sympa. Vous avez vu que globalement on est tous de gauche ici. On vous rappelle du coup que ces personnes sont nos amis depuis tard pas longtemps. Donc du coup, on est très heureux de les avoir sur le podcast aujourd'hui pour un épisode qui est quand même assez spécial car c'est, comme vous avez vu avec le titre, vous n'êtes pas débiles, c'est la soirée de clôture. La soirée de clôture de quoi ? De ce qu'on vous tease depuis plusieurs épisodes, c'est la première saison du podcast. Et oui, elle est enfin finie, c'était interminable, je vous l'accorde. On va enfin pouvoir passer à autre chose. C'est franchement pas trop On tôt. va faire la même merde, tout pareil, mais avec des nouveaux visuels, des nouvelles blagues, des nouvelles chroniques et toujours les deux mêmes guignols. En gros, si on résume la situation. Et ouais, et ça fait plaisir. Donc pour ce superbe épisode, déjà, vous le savez, on a des interludes musicales assez régulières dans l'épisode, mais là du coup, croulerait sous la musique, car nous aurons non pas une, non pas deux, non pas trois, mais bien 4 recos musicales durant cet épisode. Nos chroniques habituelles, par contre, ne seront probablement pas présentes, ne seront pas présentes tout court, je sais pas ce que je raconte, tout simplement parce que on a plus de contenu, puisque plus de personnes. Donc du coup, ce sera très très long et rébarbatif si on met des chroniques en plus. Et donc pourquoi est-ce qu'on les a invités ? Principalement parce qu'on a aucun buzz et qu'on essaie de gratter le plus possible. Non mais fallait pas dire ça. C'est parce que nous on est fame. Ouais, vous êtes On est trop des main caractères. Très fameux, c'est très des main caractères. Bien plus intéressant que nous en global, donc n'hésitez pas vraiment à prendre la parole et à faire en sorte qu'on soit très célèbre, s'il vous plaît. Ouais. Oui, avec plaisir. Si cet épisode flop, on sait où vous habitez, on va vous retrouver. Et vous passez à tabac, 2 fois. Ça vous va comme ça ? Donc du coup, durant cet épisode, on va parler de sujets divers et variés, mais pour commencer, de quoi allons-nous parler, mon cher Ratus ? Il me semble qu'on va parler de tout ce qui est le gap générationnel dans les façons de militer et même dans les façons d'exister de manière générale. C'est exactement ça. Notre setup, il est un peu osef là, disons que c'est la première fois qu'on a autant d'invités, du coup c'est un peu compliqué d'avoir une logistique qui est à peu près potable. Donc, pourquoi ? Ça, c'était la version politiquement correcte. Faut lever le voile du mensonge. Le setup, c'est 2 tréteaux, une planche et des câbles partout. Et un délicieux calimucho. Ouais, on vous mettra les recettes en description. Voilà. La recette du calimucho, mais il y a vraiment 3 mots. Ouais. Mais du coup, on a choisi de parler du sujet qu'on vous a dit un peu plus tôt aujourd'hui parce que c'est une discussion qu'on a eue avec Ellie, c'était assez intéressante. Donc, en fait, on voit bien que là, on a tous à peu près la même tranche d'âge dans le podcast. On va pas vous dire pour des raisons évidentes de doxing, mais disons que on n'a pas de vieillards dans nos rangs. Donc ça vient de nos propres familles. Enfin, on se rend compte qu'il y a un gap entre nos grands-pères, nos grands-mères et nous. Et du coup, on s'est dit, mais c'est bizarre, comment ça se fait ? Et on s'est posé cette question. Et aujourd'hui, on va essayer de vous apporter quelques analyses. Ouais, c'est ça. Grâce à nos expériences personnelles. Exactement. Les boomers sont des cons. On espère que cet épisode vous aura plu. Du coup, on va se quitter avec le record musical de Mandar. Merci Ratus. Non mais en vrai, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé ces dernières années au niveau de la façon de paraître en société, de ce qui est acceptable ou non aux yeux de certaines personnes. Et nous, on parle beaucoup de la droite qui est traditionnaliste, mais en quoi est-ce que le traditionnalisme s'inscrit dans la façon d'être ? On parlait notamment tout à l'heure de la façon de cope ces traumas. On sait que beaucoup de personnes de la génération d'avant, on l'observe, ne trouvent que la psy c'est inutile, travailler sur ce qui nous a blessés est inutile, et je trouve que c'est quand même vachement une réflexion de la génération antérieure, peut-être qui s'est transmis à des gens maintenant, mais je pense que c'est quand même vachement lié à la génération antérieure. De mon expérience personnelle, ma grand-mère qui est prolétaire, qui a travaillé toute sa vie avec mon grand-père
pas super cool. Et elle, sa vision de la vie, c'est plus la vie, on mange de la merde, mais il faut l'accepter. C'est cool, hein? Bah, ça me fait penser à la grand-mère qui est dans ma rue, qui m'a dit vraiment j'ai besoin de rien, alors qu'elle vit dans un 14 mètres carrés, elle a à peine un ventilateur, elle est en train de crever de chaud, y a personne qui va la voir, et vraiment, sa seule phrase c'est j'ai besoin de rien, moi. Ouais. Et... Mais si elle est âgée, je pense que c'est parce qu'elle a connu des temps peut-être d'après-guerre qui sont sûrement un peu compliqués à vivre au niveau financier, on s'entend. C'est vrai qu'on n'a pas trop de personnes âgées à côté de nous pour nous apporter une vision un peu plus nuancée, comme on est 4 jeunes pélos débiles. Bien sûr. Mais Après, on peut voir que, genre, moi par exemple, mes ancêtres, on va dire ancêtres, Oui. parce que bah, c'est sont juste la tardieux. génération au-dessus, Moi aussi. ils m'ont transmis des codes de droite, genre inscrits dans la traditionnalité, dans il faut être ça tout le temps, il faut être riche, il faut l'argent tout le temps, parce que eux ils ont été pauvres, donc être riche c'est réussir sa vie. Ouais. Sauf que ça ne marche pas. Bah c'est ça, t'as raison, en fait, eux ils ont une vision déjà très capitaliste, mais après je pense que c'est un peu à leur insu, parce que si t'as été très pauvre avant, je pense que quand tu peux gagner un max d'argent, je pense que eux ils se posent pas la question de est-ce que c'est capitalisto-centré ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que je pense que quelqu'un de jeune maintenant qui fait sa propre éducation politique ne peut pas être de droite. Pour moi, les idées de droite viennent de l'entourage traditionnaliste, mais pour moi, je pense que une idée de droite ancrée dans les traditions ne peut pas se trouver d'elle-même chez quelqu'un qui fait son éducation politique. Ça vient de quelqu'un d'autre, de plus âgé, notamment. Je pense que ça peut venir de soi-même, entre guillemets, mais peut-être pas à 100%, mais genre, pour moi, genre, t'as pas besoin d'avoir de la famille de droite, ou d'avoir des amis de droite, ou d'avoir des connaissances de droite pour être de droite. Ça vient être aidé, mais c'est comme, en fait, genre, tu peux avoir des billets plus à droite que des billets plus à gauche. Genre, je pense que sans éducation politique du tout, et sans faire l'effort de faire les recherches, on est tous relativement centristes. Et après ça, au fur et à mesure des recherches, enfin, au fur et à mesure de ton développement, tu penses soit plus à gauche, soit plus à droite. Après, par contre, pour vraiment s'impliquer dans un bord politique, il va falloir avoir un entourage. Mais ça, que ce soit pour la gauche ou pour la droite, j'ai l'impression. Oui, je suis d'accord. Donc moi, je suis de gauche, mais genre sans l'entourage et sans les bouquins et tout, jamais je le serais autant, tu vois. Et je pense que c'est pareil pour les méga fâchelards dégueulasses. Après, genre, les billets qu'on a, je pense qu'on peut pas en avoir, genre, on peut pas ne pas en avoir. Oui, forcément. Bien sûr, c'est Genre, logique. Du coup, je sais pas si le centre, ça marche. Je sais Ah pas non. si le centre existe, même si on n'a aucun bord politique, même si on n'a pas été élevé dans la politique. Mais en fait, c'est quoi le centre? Être centriste, c'est quoi? Être centriste, pour nous, être centriste, c'est être de droite. Moi, Ah, oui. suis économiquement de droite et socialement de gauche. Toi, tu ne mérites pas le d'exister. centre, c'est littéralement ça. Il existe pour dire ouais, nous on n'est pas des droitards. Juste... En fait, c'est un argument pour qu'on vote pour eux. Exactement, En c'est fait, ça. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit relativement centriste. C'est vraiment j'entends genre, prends pas position au C'est début être du développement. apolitique, ça. La Oui, politique, c'est de oui. droite. Non, pas politique, c'est être ignorant. Oui. Oui, être un peu, c'est être ignorance. C'est même la pas seule- être naïf. Naïf, c'est de gauche. La seule exception faite, c'est dans la musique, et encore, parce que dans la musique, t'es pas apo parce que t'es apo parce que t'as pas envie d'en parler. Ce qui est encore différent. Mais oui, non, être 100% apo, ça n'existe pas, c'est pas possible. Les apos sont des menteurs. Ouais, les invités, dites donner sur Utip. Donner Donne sur Utip. Utip. Merci. Vous voyez, tout le monde le dit. Après, le centrisme économique, ça n'existe franchement pas. Le centrisme socialisme, ça n'existe pas. Juste, genre, si on prend toutes les choses qui font la politique, on peut pas être de centre pour tout, genre. Et même si on s'égalise, ça n'a aucun sens. Juste, genre, en fait, être de centre, c'est juste pas se revendiquer, sauf que pas se revendiquer en politique, ça dit juste, je suis là, mais en fait, non. Oui, c'est ça, t'as raison, en fait, être centriste, c'est juste... Non, on est de droite, mais moins que eux, et on est un petit peu de gauche, tu vois. Genre, c'est juste... oui, on est là parce que... on est le parti de ceux qui veulent pas faire de choix. Après Oui. aussi, genre, les extrêmes, maintenant, sont très mal vus. Oui, c'est vrai. Du coup, Merci. Et- Bolloré. ouais, et comme Mélenchon, on va dire, est considéré d'extrême gauche alors qu'il est juste de gauche, Ouais. et en gros la gauche c'est les extrêmes maintenant. Ouais. Donc la droite aussi c'est l'extrême. Mm. Parce que par exemple Le Pen ou le RN se considèrent de droite alors qu'ils sont d'extrême droite Bien sûr. dans les idéaux. Bah, il y a eu un gros problème dans la dernière cinquantaine,
de décalage énorme de la fenêtre d'Overton à droite, et c'est vraiment Explique terrible. ce que c'est la fenêtre d'Overton pour ceux qui savent pas. La fenêtre d'Overton, c'est le cadre de ce qui est politiquement correct et de ce qu'on a le droit de dire. En fait, la fenêtre d'Overton, c'est ce qui définit à quel moment t'es cancel ou pas. Et enfin, t'es cancel. On va dire t'es cancel aux yeux du grand public, on va dire. Ouais, je vois. Et du coup, en gros, la fenêtre d'Overton, typiquement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un Mélenchon va être considéré d'extrême gauche alors que c'est un SOSDEM, et qu'une Le Pen va être considérée comme une politicienne de droite, alors que c'est une politicienne d'extrême droite. C'est ce qui fait qu'un Retailleau va pouvoir être dans un parti, entre très gros guillemets, autodéclaré de centre-droite, alors qu'il est fasciste, typiquement. C'est ça la fenêtre d'Overton. Et qu'on se pose pas de question sur le fait que, est-ce que c'est vraiment un centriste de droite? Bah, en fait, disons que déjà t'as une bourgeoisie dans les postes clés, c'est logique, et notamment dans les médias, les grands médias, genre la télé, tout ça, et Elie en a fait référence tout à l'heure, là, genre Bolloré. Il y a Bouygues, il y a Lagardière, il y a Dassault. Voilà. Ils ont tous des trucs. Disons que, et en plus, eux, vu qu'ils ont tous, ils sont tous de droite, ils véhiculent leurs idées de droite dans leurs médias. En soi, c'est logique, mais du coup, malheureusement, vu que c'est les grands médias acceptés globalement, du coup, comme tu disais, la fenêtre d'Overton se décale parce que le gros du débat et du discours, en fait, est de droite. Et la contre-parole de gauche, est fort peu présente dans les grands médias, pour ne pas dire pas présente dans les grands médias. Il n'y a pas de chaîne télé de gauche, en tout cas sur la TNT. Il n'y a pas de radio de gauche, il y en a un petit peu. Arte c'est centre-gauche. Arte, c'est centre-gauche, oui, Centre mais gauche, c'est pas droite, militant. Je vous conseille La Riposte. Génial. Oui, On sur peut- Radio Nova. Sur Radio Nova, on peut le retrouver sur Insta. Radio Nova. Il y a Radio Nova, ouais. Oui, il y a La Riposte, il y a aussi la dernière avec Guillaume Meurice et tout, mais Oui, oui, il y c'est a pas pas- connu. Mais si vous vous intéressez aux médias de gauche, il y en a plein, notamment sur Twitch, Parole d'honneur. Il y a Clémovitch, c'est un bagarres. bourgeois de gauche, mais Ouais, c'est prend- un en fait, bobo, quoi. voilà, on prend ce qu'on nous donne, mais Exactement. Oh, Tu j'en sais, ai marre des c'est des bobos, mais bon, au moins ils sont de gauche, tu vois. C'est Ouais, comme voilà. Nova. Nova, c'est tenu par un milliardaire, Oui. tu vois. Mais bon, au moins c'est de gauche. C'est comme les émissions. Genre, La Riposte, j'aime beaucoup, j'écoute. Mais au milieu, t'as des pubs Carrefour. bah, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. C'est hardcore. Tu vois, mais au moins c'est une contre-parole qui peut être diffusée au grand public, donc on prend ce qu'on a. Et C'est puis, déjà ça, quoi. les gens qui veulent vraiment se politiser dans une parole de gauche pourront partir dans des trucs un peu plus bressons, genre un vieux podcast par deux mecs débiles, région lyonnaise par exemple. tu Par vois. exemple. Et avec des invités super cool. Ouais, trop bien. Super cool. Mais c'est vrai que, de toute façon, dans les différences générationnelles, au sein même de la gauche, t'as beaucoup de militants de gauche un peu plus vieux qui défendent des idées communes avec des militants plus jeunes, mais de manière différente, des fois de manière un peu moins extrême. Et j'ai l'impression que t'as un peu un assagissement avec la vieillesse qui s'opère. Il y a un petit peu de ça, j'ai l'impression. On m'a filé des. C'est pas le bon micro. On m'a filé des news qui m'ont fait terriblement mal. Il y a quelques mois, je parlais avec une connaissance qui a eu la chance de discuter avec Jean-Marc Couillon et qui m'a dit que Jean-Marc Couillon était SOSDEM. Le leader d'Action Directe est devenu SOSDEM. On rappelle ce que c'est, Un SOSDEM. SOSDEM. Un social-démocrate. Le leader d'Action Directe est pote avec le PS. Voilà, Je vais péter un câble. le PS, donc les traîtres de la gauche. Hein. Pardon, le PS, t'as toujours eu deux ailes, mais maintenant il y a plus de deux ailes, maintenant c'est la même merde. Il y a vraiment, je trouve, un sujet. Enfin, il y a quelques sujets évidemment qui sont beaucoup plus récents dans le militantisme de gauche, genre la cause LGBT par exemple, mais il y a un truc qui change beaucoup, que j'ai remarqué, c'est que même les gens de ma famille plus âgés, hein, qui sont de gauche, je trouve que leur militantisme féministe n'a rien à voir. La plupart des personnes enfin pas la plupart, pas mal de personnes de gauche âgées que je connais sont TERF. Voilà. Ouais, moi aussi. Alors que des militants et militantes jeunes dans le féminisme, pour moi c'est beaucoup plus rare, le TERFisme. Je sais pas si ça se dit. Ben. Le mot TERFisme me fait beaucoup rire. Pour ceux qui savent pas, TERF, c'est... Une féministe qui n'accepte pas les femmes trans dans la lutte pour le féminisme. C'est Et ça, qui est transphobe de manière exactement. générale et qui passe plus de temps à se battre contre les trans qu'à se battre contre. Le patriarcat. Qui écrit des bouquins. Dora Je pense à- Mouton, on pense à ouais, toi. Voilà, exactement. Aussi, j'ai remarqué, par exemple, même si on enlève les TERF, ben, les femmes féminisme vieilles, Ouais, je vais dire comme ça parce que j'ai pas les mots, ouais. et ben, genre, elles n'acceptent pas les travailleuses du sexe, elles n'acceptent pas les hommes aussi, les hommes, féminisme, Ah, qui, genre, oui, plus genre les alliés. plus que déconstruits juste, Mm. et je trouve que les personnes plus âgées que nous, femmes,
qui sont Féministes. féministes Ouais. ont beaucoup de mal à accepter les autres minorités dans cette lutte aussi. Oui, exactement. Ou même les personnes racisées, par exemple. Oui, le féminisme intersectionnel, j'ai vraiment l'impression que c'est pas nouveau, hein. Ça existe depuis longtemps, mais que ça commence seulement à rentrer dans la mini fenêtre d'Overton de la gauche. Genre la gauche commence seulement à s'approprier le féminisme intersectionnel et même l'intersectionnalité de manière générale. Bien sûr. Et c'est bien dommage. Mais il y a aussi le fameux féminisme blanc, Ah qui là là. est un vrai problème, le féminisme, mais adjoint de racisme, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est cette lutte-là, qui est vraiment très importante, on est d'accord, mais a été gangrénée à plusieurs endroits par des idéologies de droite qui sont venues s'y inscrire. Ouais. Et c'est un peu triste à voir, quoi. Ouais, puis ça vient se coupler aussi avec le fait qu'on reconnaît de plus en plus facilement toutes les actions de misogynie raciste, de transmisogynie. On commence de plus en plus à les reconnaître et à avoir les outils pour les reconnaître facilement. Et du coup, le fait qu'elles soient ignorées par certains cercles est aussi de plus en plus évident, j'ai l'impression. De toute façon, la société étant globalement toujours de droite, hein, disons que, étant donné que la gauche reste quand même, enfin, j'allais dire dans la contre-culture, c'est pas vraiment le nom, mais la gauche reste l'opposition, bah, c'est compliqué du coup d'avoir une uniformité dans l'opposition, car tout le monde s'oppose à l'idéologie dominante comme pour eux ça semble juste. C'est pour ça que pour moi, je pense que l'union de la gauche risque d'être très compliqué, parce que du coup chacun s'oppose différemment. On a les SOSDEM, on a les socialistes, on a les mélanchonistes, on a les anarchistes, on a les communistes, et tout ça, tout ce beau monde pour l'unir contre un ennemi commun, c'est possible, mais l'unir sur la durée pour des réformes communes, ça me semble très compliqué, quoi. C'est ça qui est triste. Et ben, Parce que la droite a pas de mal, parce que la droite c'est juste la peur, y a pas d'argument. on vit vraiment dans une société quand même. Et ensuite, par rapport à l'union des luttes, dans le parti que j'ai rejoint, dans lequel je milite actuellement, on adopte une forme de démocratie qui, je pense, pourrait s'appliquer à une union de la gauche. Ratus m'a recontacté, et en fait il m'a dit que le nom était le centralisme démocratique. Et que je ne connaissais pas jusque-là, et qui franchement me plaît énormément pour le moment. C'est-à-dire qu'en fait, on est en démocratie quasi totale, dans le sens où on a des moments de démocratie qui sont des moments spécifiques, où on est incité à contredire, à proposer des alternatives, à critiquer, mais il y a que dans les moments de démocratie où est-ce qu'on a le droit de faire la démocratie. J'entends pas par là qu'on est menotté le reste du temps, j'entends par là qu'en fait, on est un petit peu de plein d'avis différents, et en fait, vraiment, mais quand je dis qu'on est en démocratie, c'est très souvent, hein, c'est en début d'action, c'est une fois par semaine, c'est en fin d'action, c'est même des fois il y a des pauses en milieu d'action pour faire des moments de démocratie. C'est pas vraiment on est muselé, hein, j'insiste. Mais en gros, genre, on a des moments de démocratie, on passe un moment de démocratie dans lequel on discute, et une fois que la décision est prise, pour tout le temps de l'action ou pour tout le temps de la campagne, elle n'est pas révocable. En fait, ça nous permet genre de tous avancer dans la même direction, en faisant bloc commun. Même si on n'est pas à 100% d'accord, on est plus que les bienvenus de critiquer l'action après, d'expliquer ce qui n'était pas bien selon nous. Mais ça nous permet de faire front commun même si on n'est pas forcément d'accord. Et je trouve que c'est vachement bien parce que ça muselle pas la démocratie, ça muselle pas la parole de chacun, puisque tout le monde a son mot à dire, à niveau égal, tout le monde discute. Et malgré ça, on fait front commun, parce qu'en fait, genre, si on voulait vraiment trouver une solution qui convient à tout le monde, c'est terrible à dire, mais ça prendrait des siècles et des siècles. Et comme on fait dans l'action directe, on a besoin de faire ça efficacement. Et le fait d'en discuter, de prendre une décision, et après ça, on ne discute plus la décision tant que c'est pas fini, et après on en reparle, je trouve que c'est vachement intéressant, et je pense que c'est l'une des seules possibilités de front commun que la gauche aurait, c'est d'adopter un système un peu comme celui-ci. C'est-à-dire, tout le monde se concerte, on prend une décision de ligne globale, et une fois que le projet de la ligne globale est appliqué, on peut en discuter, dire ce qu'elle est pas, dire ce qu'elle est, rechoisir une ligne globale. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un front, au bout de 10 minutes, tout le monde est dispersé, et ça part en couille. Et c'est chiant, en vrai. Pourquoi ce serait pas le cas? Enfin, je veux dire, c'est bien pour un groupe, pour une organisation, mais à l'échelle étatique ou à l'échelle de parti, pour moi, t'auras forcément un socialiste qui ferait cavalier seul au milieu du truc pour casser les couilles. Et du Oui. coup, ça cassera la synergie qu'il y a. Oui, mais s'il y a un socialiste qui casse les couilles, c'est parce que c'est un sauce. Non mais, Est-ce qu'on c'est veut un vraiment... saucisson. Est-ce qu'on veut vraiment d'un sauce dans l'union de la gauche? Je suis pas sûr. Ben, après, il Bah faut voilà. pas exclure tout le monde parce qu'il y a plein de députés de gauche ou il y a plein de socialistes qui sont pas d'accord avec, par exemple, les idées Avec la ligne de leur parti. anarchistes ou et ben je trouve que la démocratie peut marcher, mais il faut pas que ça en devienne une dictature au fur et à mesure. On prend de moins en moins de temps de démocratie. Ben en fait c'est Non, à la justement, c'est ça qu'il faut durée. éviter. Mais du coup, comment on fait dans une Il faut une autorité lutte qui gère tout ça, et là on arrive au même problème. Voilà.
En tout cas, un petit groupe, ça marche super bien. Oui, un petit groupe, par contre, c'est Petit groupe, Bah, c'est génial. C'est on une peut dinguerie. prendre par exemple C'est super. les villages anarchistes. Ben, ça fonctionne super bien en petits groupes, mais à l'échelle étatique, à l'échelle d'un parti, à l'échelle d'une même lutte Mhm. en général, je trouve que lutte mondiale ou internationale, je trouve que l'anarchisme, les fonctionnements actuels ne peuvent pas marcher. Ouais. Et notre Mhm. but à nous, la nouvelle génération de gauche, c'est de trouver une solution à ça, de trouver une solution démocratique et en même temps qui accepte toutes les minorités que j'ai citées avant et qui accepte même les gens de droite aussi. Parce que les gens de droite, on peut pas les supprimer juste. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de droite. Il y aura toujours quelqu'un à droite de nous. Bah oui, voilà. Non, mais même genre à l'échelle à l'échelle plus imagée et plus facile à comprendre. Moi, je connais des connards qui enregistrent des podcasts qui gambergent sur un sujet qu'en trouvant qu'ils les satisfont pas du tout. Par contre, à partir du moment où ils disent ça race, on enregistre, et ben ils vont à fond dedans. Même si après faut en discuter, dire bah finalement c'était pas ouf, on recommence. Même si on n'est pas satisfait, bah genre dès qu'on a décidé d'un sujet, on fonce dessus, on y va à 100%, et après on en discute. Ou alors on fait une pause au milieu pour en discuter. Ouais, mais Et rien que ça marche imagine... bien, parce que genre si on devait avoir un sujet parfait dès le début de l'enregistrement, ça marcherait pas. Ouais, mais imagine... ton podcast, il est à 60 personnes. Comment Alors, tu fais pour en discuter avec On tout le discute, on monde? satisfait la majorité, on essaye, et une fois que ça n'a fonctionné ou pas fonctionné, on débrief, on calcule ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, on reprend une décision, on recommence. Et Ah, on fait ça en boucle et en boucle et en boucle. Je pense qu'à l'échelle étatique, les gens commenceront à reprocher le fait que dès le début, t'avais pas la solution. T'as voulu prendre le pouvoir décisionnel, dès le début, t'avais pas la solution, et les gens vont casser les couilles. Je répondrai, est-ce qu'à l'heure Après- actuelle on a la solution quand on commence? Est-ce que à l'heure Ouais. actuelle, un seul président avait la solution? Je pense que Et personne a Si on aucune les écoute, solution. il y avait toute sa solution. Ouais, tous hein. Vous vous rappelez quand Macron il a dit qu'il commanderait 355 Canadair? On en a 7. Tu aurais plus de SDF dans les rues? On en a 7. Que le salaire des femmes augmenterait de 14%. Il est de 7 euros. Mais c'est vrai tout ce qu'on dit, mais on arrive notamment déjà à la fin du premier segment du podcast. Donc moi ce que je vous propose, c'est comme à notre habitude, de passer à la première recommandation musicale. Et pour ne pas trop vous brusquer quand même dans vos habitudes, on va commencer par Ratus. Et oui, et pour cette reco musicale, j'ai décidé de brusquer un petit peu vos oreilles, parce qu'on a marre de vous ménager. Et donc aujourd'hui on va s'écouter du crust punk français, ou du black boudoum, comme ils aiment bien le dire, parce que leur musique elle fait boudoum boudoum. C'est vraiment la justification et le nom de leur compile qui s'appelle 10 Years of Boudoum. Du coup je vais vous laisser avec le morceau Juge, Juré, Bourreau de Bakounine. Excellent groupe de crust punk français, je vous invite à aller les voir en concert. Si vous voulez les écouter sur toutes vos plateformes, bah vous pouvez pas, parce qu'ils ont pas de plateforme. Mais par contre ils ont un bandcamp sur lequel toute leur musique est disponible en téléchargement à prix libre, donc c'est-à-dire que vous pouvez ne rien payer si vous voulez, et si vous kiffez, vous pouvez acheter l'album d'après très cher, par exemple 1000 milliards d'euros. Vous pouvez également leur envoyer des mails pour leur acheter du merch. C'est ce que j'ai fait, j'en suis très satisfait. Allez les voir en concert aussi, ils envoient de fou. Ils sont bons, ils s'appellent Bakounine comme Bakounine du coup, voilà. Et ben parfait, et ben on se quitte avec Juge Juré Bourreau de Bakouni, et on se retrouve juste après. Joy!
J'espère que ce morceau vous aura plu autant que moi je l'aime. J'ai l'impression que je dis ça à chaque morceau, mais c'est parce que je dis ça à chaque morceau. Personnellement, je le kiffe, sinon je l'aurais pas recommandé. Et donc du coup, pour reprendre en beauté, moi ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne un thème qu'on a vaguement abordé en tout début de première section. Quand Mandar, tu nous parlais du fait que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, et même nos parents, ont une sorte de peur, voire même d'aversion au fait d'aller voir un psy, d'aller consulter. Et il y a un point qu'on n'a pas soulevé, je trouve, qu'on n'a pas suffisamment soulevé, c'est le fait que l'antipsychiatrie des personnes âgées, l'antipsychiatrie des générations qui nous précèdent, n'est pas la même antipsychiatrie que celle défendue par certains corps de gauche actuellement. Mais déjà, qu'est-ce que c'est l'antipsychiatrie Ellie, toi qui t'y connais un petit peu plus que nous, est-ce que tu veux bien nous la définir, nous rappeler ce que c'est, nous rappeler pourquoi ça existe? Oui, bien sûr. L'antipsychiatrie, en gros, moi je connais que la définition des personnes de gauche comme moi qui ont vécu des choses par rapport à la psychiatrie. Et en gros, c'est le fait de rejeter toute aide médicale, enfin du corps médical actuel. Par exemple, des psychologues, des psychiatres, surtout des psychiatres, tout ce qui est hôpital de jour, clinique de santé, HP, tout ça. On peut même aller plus loin jusqu'à rejeter les traitements, parce que, tout ça englobe un peu tout ce qui est en rapport avec la psychiatrie. Et vous me demanderez pourquoi on serait contre la psychiatrie. Eh ben, il faut savoir que la psychiatrie de base, ça a été créé pour littéralement mettre les fous dans un autre endroit, hors dehors de la société, pour qu'ils arrêtent de nous casser les couilles. La notion de fou, en fait, c'est quelque chose qui a été inventé pour stigmatiser des minorités, pour stigmatiser des personnes handicapées, pour stigmatiser un peu toutes les personnes qui travaillent pas assez bien pour notre société. On peut prendre par l'exemple des femmes, entre guillemets, hystériques. Oui, de fou. À partir de là, la psychiatrie a évolué entre faire littéralement des essais cliniques, faire des électrochocs, tester des pilules, tester plein de thérapies pour la science, juste niquer la vie de plein de personnes parce que leur vie valent moins bien que la vie des personnes valides. Et maintenant, j'ai l'impression que j'ai un rapport un peu amour-haine à la psychiatrie. C'est-à-dire qu'on en est totalement dépendant quand on va mal, parce que on n'a rien d'autre. Mais en même temps, c'est la chose qui nous détruit le plus quand on y est. En fait, à chaque fois que j'y suis allée, je me suis dit « Putain, c'est cool ». À chaque fois que je suis ressortie, je me suis dit « Putain, plus jamais de ma vie ». Genre, c'est un peu bizarre. Genre, en fait, tu vas tellement mal que t'acceptes le peu qu'on te donne, sauf que c'est vraiment de la merde. Et du coup, on peut parler de plein de choses qui se passent dans les HP, genre... Il y a beaucoup de maltraitance là-bas, parce que quand tu donnes le pouvoir à quelqu'un de te donner une pilule ou non, et forcément, il va te la mettre dans le cul. Ou tout simplement ne pas te la donner. Et ça oui, peut non, aussi. justement, oui. Il est pas obligé de te la mettre dans Non, le cul. mais c'était une image pour dire qu'il te la donne pas, quoi. Oui. Et c'est pour ça que, personnellement, je fais de l'automédication. Pour l'instant, j'ai toujours des médicaments que je dépends des grandes nationales qui décident ou non de te donner ces putains de médocs. Donc ça fait chier. Mais, j'ai des si besoins que j'ai moi-même dosé, que j'ai moi-même testé, que j'ai moi-même approuvé par mes propres soins, qui sont beaucoup mieux que toutes leurs molécules de mort. Voilà, ça peut passer par plein de choses, l'antipsy. Est-ce que vous avez une question ? Ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Moi, j'ai un rapport à l'automédication assez... pas super cool par rapport à ma mère, principalement, car anti-vax, car anti-psy, anti-médicaments, je suis presque jamais allée voir un hôpital, un médecin. Anti-médecine moderne, globalement, en fait. Anti-médecine tout court. Dirigée vers le Reiki, Ces modes de médication sont bien personnellement, mais pas dans un entourage, pas pour se faire de l'argent, pas pour... exploiter les autres ou mal médicamenter les autres. L'automédication n'est pas faite pour tout le monde. C'est fait par des gens qui ont testé eux-mêmes, qui ont trouvé eux-mêmes. Mais si par exemple vous faites de l'automédication à un enfant qui n'est pas conscient de ce qu'il fait, là ça devient toxique, ça devient
maladif, ça Abusif. devient abusif, dangereux pour Très dangereux. l'enfant, dangereux même pour les adultes qui croient en cette... Oui. Ça peut même dériver en secte. C'est ce qui s'est passé dans mon entourage. Donc faites attention aux mots Automédication. automédiation, faites-le bien si vous sentez Ah oui, avec non, ça. mais il faut absolument se former sur toutes les questions du médicament, toutes les questions comment on appelle ça tu sais, Homéopathie. Posologie. homéopathie, mais pour tout ce qui est théorie du complot, un peu, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Ah oui, oui. Tout ce qui est forcément, fausse oui. croyance, tout ce qui est fausse science, fausse tout ça. Pseudo-science. Ouais. Pseudo-science, ouais, voilà. Ouais. Par Genre, exemple, ouais, l'antivaccination par exemple. qui Ouais. peut dériver à des choses Ouais, pas pas cool. ouf. Ouais, j'avoue. faut vraiment faire un méchant travail de recherche. Mais personnellement, après moi, mes principaux moyens, ça a été la drogue. En fait, il y a plein de sites pour les personnes droguées qui cherchent des moyens de faire ça safe, avec beaucoup de réduction des risques, avec beaucoup d'informations pour que les personnes puissent s'automédicamenter dans toute sécurité, en plus de sécurité possible, parce que la toute sécurité parfaite n'existe pas, grâce à cette société de merde. Mais, À cause. à cause. Mais ouais, moi c'est quelque chose que je recommande, l'automédication, parce que j'ai trop de choses que j'ai vécues qui me montrent enfin, dans la psychiatrie, qui montrent qu'en fait ils font tout et n'importe quoi, et c'est terrible. Voilà. Il y a beaucoup de dérives, quoi. Et en Oui, plus, beaucoup les de psychiatres, c'est ça le pire. Les psychiatres, ils te prescrivent des médicaments sans jamais t'expliquer ce qu'il y a dedans, ce que ça te fait, les moyens de s'en débarrasser, enfin les moyens de sevrer. se sevrer, exactement. Genre, c'est terrible. Genre, ne faites jamais confiance à un psychiatre. Il faut faire attention aux psychiatres et il faut aussi, si vous voyez des psychiatres, si vous parlez à des psychologues, faites attention à qui vous parlez. Parce que Parce qu'ils ont des arguments de pouvoir sur vous, en fait. Ouais. Ils ont le droit de vous mettre dans la merde à n'importe quel moment. Parce que, par exemple, une psychiatre qui va ne pas vous expliquer, qui va être toxique, qui va être malveillant sur les médicaments que vous prenez, parce que c'est votre corps, ça peut être dangereux. Donc, trouvez les bons psychiatres si vous n'en trouvez pas. Si vous en trouvez absolument pas, parce que vous êtes dans un bled paumé, parce que c'est de la merde dans les campagnes pour la psychologie, pour les maladies mentales, les personnes qui vont pas bien. Donc, informez-vous. Il faut pas avoir de désinformation, il faut vraiment s'informer énormément sur qu'est-ce que vous prenez, pourquoi vous le prenez, et faire un vrai travail sur vous. Et si vous avez une bonne psychiatre, un bon psychiatre, essayez de lui demander qu'est-ce que fait ce médicament. En quoi ça t'aide? Parce qu'il faut pas avoir aussi une peur des psychiatres, même si beaucoup des gens qui ont eu des mauvaises expériences aux psychiatres, ils ont quand même une aversion. Une aversion, ils ont aussi une connaissance que on peut pas avoir. Je pense par exemple aux médecins de campagne. Je trouve que c'est excellent et que c'est génial que ça se fasse quand ça se fait correctement. Simplement parce que toute la médecine moderne qu'on a actuellement, on l'a parce qu'il y a des gens qui ont dit tiens, peut-être que faire des saignées c'est pas une super idée si j'essayais autre chose pour ne pas crever. Et que du coup ça a marché. Et typiquement, tous les trucs, la plupart des méthodes de thérapie, de thérapie non invasive utilisées aujourd'hui par des psychologues et des psychiatres, c'est des méthodes de thérapie qui ont été qualifiées de New Age quand elles sont apparues et qui étaient utilisées par des babos au fin fond d'une forêt, même si j'aime pas leur attribuer grand chose, c'est vrai qu'ils ont au moins fait ça. Donc personnellement, les quelques expériences que j'ai eues avec des psys se sont relativement mal passées parce que mes psys étaient des cons. Et du coup, je suis pas allé jusqu'au bout de l'automédication, un peu de drogue mais c'est tout, mais genre, je considère passer comme l'automédication plus comme une alternative qui n'est pas à suivre, hein. On insiste là-dessus. La drogue c'est pas bien. Non, les enfants. À part si c'est pour survivre. Oui, forcément. Oui, mais c'est pas l'idéal, j'entends. Danger de mort, ouais. Si vous en prenez pas. Voilà, si vous voulez, si on a un gun sur votre temple et qu'on vous dit de prendre de l'opium, faites-le, mais sinon... C'est assez rare comme situation, je pense. Et du coup, moi, je suis plus dans une approche, mais que je n'applique qu'à moi-même, et je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment que c'est mon choix, ça ne concerne que moi,
Je vais pas, à l'instar de certaines daronnes, forcer ça à mes gamins alors qu'ils sont à peine nés. Je suis plus dans une approche de non-médication, où est-ce que j'essaie de prendre le moins de médicaments possible. C'est-à-dire que je dois prendre un Doliprane par an max. Et encore, c'est si vraiment j'ai la crève. Parce que je trouve ça pas plus sain, parce que je me doute que c'est pas forcément l'idéal. Mais parce que je préfère, parce qu'on sait les impacts qu'a typiquement le Doliprane sur le foie. Et parce que même, en fait j'ai pas les connaissances pour comprendre la médication. Et je préfère, entre guillemets, ne rien prendre plutôt que de risquer de m'injecter ou d'ingérer quelque chose que je ne comprends pas. Après, forcément, lorsque j'ai un cancer du foie, je vais prendre des médicaments pour ne plus l'avoir. Hein. Le but, c'est pas non plus de faire une Marley ou une Naman. Pas à l'instar de certaines daronnes. Pas à l'instar de certaines daronnes. Voilà, moi j'ai eu la chance quand même de ne pas me retrouver à bientôt 18 ans sans vaccin. Mais ouais, du coup, moi je suis dans ce truc de l'automédication et l'antipicatrice, c'est génial. Si ça ne s'applique qu'à toi, entre guillemets, parce que t'as aucun droit de forcer ça sur des gens. D'une certaine manière, c'est très différent, hein, mais moi je fais le parallèle. Le fait de forcer, j'insiste bien sur le mot forcer, l'automédication ou l'antipicatrice sur des enfants ou sur des personnes non averties ou naïves, je vois vraiment ça comme le fait de forcer le véganisme à un animal. C'est-à-dire que tu veux forcer, tu veux forcer, mais genre, tu veux initier des gens à des régimes alternatifs, fais-le, fonce, c'est génial, c'est important de le faire, il faut que les gens aient conscience, il faut que les gens essayent. Par contre, un animal qui est un omnivore, typiquement un clébard, c'est l'enfer de faire ça. Et je vois ça un peu de la manière que les gens qui forcent l'automédication des enfants. Un enfant a besoin d'avoir des traitements adéquats pour survivre, sinon il est mal foutu. On est plus au 13e siècle. Exactement. Et je vois ça un petit peu de la même manière. Je suis d'accord avec toi. En fait, Merci. moi je parlais plus à un public qui ont un peu le même profil que moi, qui se retrouve là-dedans et qui sait pas ce qu'il fout, et qui sait qu'il y a besoin de quelque chose, mais qui a pas le recul nécessaire pour savoir si c'est bon ou pas pour soi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que cette question, ça pose, ça peut mener à des dérives. Oui, forcément, il y a Ça des peut être dérives, utilisé c'est à mauvais escient, comme toute chose alternative qu'on essaye de mettre en place. Bien sûr. Mais mais du coup, la question que je me posais, c'est que du coup, les vieux, ils sont anti-psy parce qu'ils ont vécu des trucs horribles aussi avec la psychiatrie, ou... Alors, moi, mon expérience, c'est plus... Ah, il y a de la religion aussi dedans. Mon expérience, c'est plus que pour eux, ça n'existe pas. Oui. Typiquement, je vais prendre un exemple tout con, hein. Mais moi, mon grand-père, que si il a pas son jardin de 8h à 11h45 et qu'il a pas le JT de 12h10 à 12h27 et qu'après ça, il a pas son petit feuilleton le soir, il te gueule dessus quand tu commences à lui parler d'autisme. Oui, mais parce que oui, mais moi de mon temps ça existait pas. Si, ça existait, juste tu connaissais pas. En vrai, j'exagère, il te gueule pas dessus, mais genre juste il a du mal à comprendre ça et à le prendre au sérieux. Parce qu'en fait, c'est pas des concepts qu'il connaît, et du coup, en fait, genre lui, les personnes âgées, j'ai l'impression, en tout cas, les personnes des générations qui nous possèdent, viennent de générations où est-ce que, où il y avait pas des PTSD, il y avait pas des problèmes mentaux, il y avait pas il y avait pas en fait tout ce qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, c'était juste le vieux Mike. Quand tu fais un bruit trop fort, il tremble et il tombe par terre. Mais en vrai, il se relève généralement. Après, ça arrive des fois, il se relève, mais il parle à personne pendant 6 mois. Mais ça, c'est pas souvent, c'est arrivé que 3 fois. Voilà, il y avait pas encore les dénominations, les traitements, on connaissait pas ça. Et du coup, le côté anti-psy chez les personnes plus âgées que nous, j'ai l'impression, vient surtout d'une sorte de y a pas d'intérêt, on a toujours fait ça, pourquoi est-ce qu'on ferait avec? Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Typiquement, alors moi, exemple que je kiffe, mais mon père, que j'adore de tout mon cœur, hein, qui est un amour. Mais typiquement, lui, il a pas grandi chez le médecin souvent, parce qu'il habitait dans un petit village. Et du coup, mon père, c'est le genre de type qui coupe du bois. C'est une anecdote 100% réelle, hein, qui coupe du bois, qui est fatigué, qui va pour s'appuyer à côté là où il a coupé le bois, qui met sa main sur une tronçonneuse qui tourne encore, mais qui finit le bois, parce que quand même, sinon après, comment je vais faire? Et qui va voir le médecin avec la main qui a triplé de volume, de la sueur partout dans la plaie, qui va quasiment jusqu'à l'os, et qui fait « Madame, j'ai mal ». Non, tu vas pas chez le médecin dire « Madame, j'ai mal », tu vas aux urgences, et dès que tu t'es coupé la main avec une tronçonneuse huilée, tu attends pas d'avoir fini le bois. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça pour les problèmes psy, en tout cas, chez les personnes. Moi, de mon expérience personnelle, encore ma daronne, par exemple, moi, quand je parle de mes troubles psychiatriques ou des choses comme ça, oui, il y a des enfants. Tu peux fermer la porte. Ma daronne dit, tu te mets dans tes cases. Ça s'est fait avec, par exemple, ma dyslexie. J'ai pas été diagnostiquée dyslexique, alors que dyslexique,
ça met pas trop dans des cases à l'âge de 17 ans, de 16 ans, parce que la dyslexie, ça met dans une case. Non. La dyslexie, ça, genre, être diagnostiqué dyslexique, ça aide juste à avoir des aides. Oui. Et, par exemple, pour mes troubles psy, c'est pareil. Pour les médicaments, c'est pareil. Il faut pas se mettre dans une case par rapport à la société pour être socialement accepté. Et c'est ça aussi, je trouve, même si c'est que mon expérience personnelle, je connais pas les autres, j'ai pas de chiffres, je pense que les personnes plus âgées, les anciennes générations, ont du mal avec la psychiatrie, la médication, tout ça, parce que ils veulent socialement être acceptés. Oui. Socialement être acceptés parce que avant la psychiatrie, c'était pas pour tout le monde. Avant, c'était pour les énormes troubles. Maintenant, c'est pour tout le monde. Maintenant, c'est diagnostiqué. Maintenant, c'est fait. Mais peut y avoir des dérives sur ça aussi. Par exemple, utiliser des troubles, par exemple le TDI pour avoir des vues, utiliser le TSA, trouble du spectre autistique, pour avoir des vues sur TikTok, pour gagner de l'argent, pour gagner de la popularité. Là, dans la politique, on utilise les personnes handicapées psychiatriquement pour médiatiser le truc et pour dire on veut gagner des électeurs, venez, nous on vous protège. Alors que pas tant. Ouais. La droite l'a fait, la gauche aussi. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait, le centre. Mais en fait, on n'utilise pas les gens et les problèmes des gens comme ça. Ce que tu dis sur le fait que jusque-là c'était entre guillemets plus pour les personnes, on va dire que il y avait une sorte de recul de je veux pas y aller parce que c'est pour les fous, entre très 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 gros guillemets, j'insiste. C'est quelque chose que moi je vois beaucoup, notamment qu'une personne de mon entourage proche travaillait dans l'aide à la personne, qui était accompagnatrice SP. Et en fait cette personne s'est retrouvée récemment à faire une très 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 grosse dépression et s'est retrouvée dans le choc mental en fait, de se retrouver dans le lieu où elle travaille, mais de l'autre côté. Et ça lui a fait un choc mental de fou, de se dire, en fait, maintenant je suis comme eux, entre guillemets, alors qu'en fait, j'ai pas envie de dire on est tous comme eux, parce que, et le eux, comme ça, très gros guillemets, parce qu'en fait, genre, factuellement, chaque individu est différent, mais le fait de marginaliser les gens et les mettre dans une case très spécifique, ça fait qu'on n'a pas envie de rentrer dans cette case, et ça fait qu'on a peut-être plus de mal à accepter qu'on a des points communs avec toutes les personnes qu'on a marginalisées. Et c'est quelque chose du coup que moi j'ai beaucoup vu à ce moment-là, parce que la personne en question du coup vraiment genre a eu ce déclic mental où est-ce que du coup elle était pas bien, mais genre pendant longtemps, de se dire merde, je suis pas censé être de ce côté-là moi de base. Dans la société ma place elle est pas là. Et du coup ça lui a pris beaucoup de temps pour accepter, maintenant ça c'est un petit peu mieux et tout, mais voilà. Ça me fait penser au fait que, dû à mon éducation, j'ai toujours été shame. Enfin, le handicap, en fait, genre, le validisme dans ma famille, c'est quelque chose de très grave. Et j'ai toujours eu du mal à me considérer comme handicapée. Parce que, rien que pour moi, en fait, rien que pour me dire, en fait, j'ai besoin de plus d'accompagnement, j'ai besoin de plus de choses mises en place pour que je me sente bien par rapport aux autres. Et en fait ça, même encore, ça je suis pas tellement d'accord, plutôt par rapport aux personnes qui se tuent au travail sans rien dire. Moi je pars du principe maintenant, en me considérant comme personne handicapée, que j'ai le droit de lâcher un peu, de moins travailler, de moins me mettre la pression. Mais en fait, je pense que ça devrait s'appliquer à tout le monde. Genre, on devrait pas dire, là il y a des personnes handicapées et là il y a des normaux. Genre, on devrait juste adapter à chaque personne pour que ça se passe mieux. Mais du coup, je suis obligée de passer par cette case de me dire, je suis handicapée, pour me dire que j'ai le droit de m'adapter à mon environnement et que l'environnement s'adapte à moi. Et d'avoir des aides. Et d'avoir des aides, ouais. Parce que tu peux avoir des aides. Je reprends la dyslexie. La dyslexie, c'est pas grave, ça t'handicape la vie, mais ça va pas te mener au suicide, par exemple. Mais, par exemple, la dyslexie, c'est un truc simple. Et pourtant, si t'as pas d'aide, si t'as pas de choses comme ça, tu peux galérer dans la vie.
Vraiment, genre, tu peux... Mon père, par exemple, est dyslexique, il a fait toutes ses années d'université avec la dyslexie, il a galéré, il faisait 6 fois plus de travail que les autres, mais il a réussi. Et en gros, genre, il faut que même juste des petits problèmes, entre guillemets, soient acceptés par les personnes et par la société. Être dyslexique, c'est pas être dans une case. Être dyslexique, même avoir des problèmes psychologiques, c'est pas être dans une case, c'est avoir besoin d'aide, c'est avoir besoin des autres. Et c'est pas grave, c'est ok, genre, il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont besoin des autres pour survivre. Et pourtant, ils survivent très bien, on les accompagne pour... Et en fait, il faut accompagner les gens, il faut pas les laisser dans la merde et qui crèvent seuls. Ouais. C'est ça, être pas validiste. Oui, dans ce cas-là, le problème, c'est le système. Parce que le système pousse à un productivisme, et pour le système capitaliste actuel, les personnes qui ont besoin d'aide, les personnes avec des handicaps et des troubles, ralentissent, et je fais des guillemets avec mes doigts, le fonctionnement de la société. Et du coup, c'est pas mis en avant, c'est pas peut-être moins de budget, il y a moins de recherche. Disons que c'est un domaine peut-être laissé un peu à l'écart, malheureusement, sociétalement, parce que le système ne donne pas la priorité à ce sujet-là, malheureusement. C'est comme par exemple pour le revenu de chômage, le RSA, l'AME, ce genre de choses qui aident humainement les gens dans le besoin, qui en ont besoin, qui se font lacérer, tout ça, car la société qui est dans une optique productiviste met ça de côté, trouve que c'est pas utile et que les personnes qui en ont besoin, pour eux, ne sont pas mises en avant. Pour moi, je sais que ma take va être un peu bizarre, ou peut-être pas, je sais pas, mais pour moi, le fait qu'on a envie d'enlever l'AH, l'AH c'est l'aide sociale aux personnes adultes handicapées, et qu'on essaye d'enlever le RSA, pour moi, c'est juste crever personnes qui ne sont pas productifs dans notre société. C'est juste crève. C'est exactement ça. C'est en fait, le plus on peut les mettre dans la merde, le mieux on s'en sortira à la fin. Sauf que ces personnes-là, c'est littéralement la majorité de la société qui sont dans ce cas-là, en fait. Mais c'est ça, en fait, ils sont délaissés et mis de côté, et juste ils sont laissés pour compte. C'est ça ? Après, plus ils crèvent, moins on a à payer. C'est ça, le gouvernement et la société, le système capitalisme. C'est ça le problème. J'ai l'impression un petit peu qu'en ce moment, surtout en ce moment avec la politique du coup de Macron, mais même depuis bien avant, que l'AH, le RMI, le RSA, etc. sont vraiment... Je crois que le RMI ça n'existe plus. sont vraiment utilisés, même plus pour aider les personnes, mais pour leur permettre d'aller crever un peu plus loin. C'est vraiment comme ça que je le vois, c'est même plus reste avec nous, survie, c'est vraiment crève, mais pas sur le trottoir, s'il te plaît, faut que je passe avec mon vélo. C'est un peu comme ça que je... Avec moi SUV, pardon. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le vois, et on essaie de mettre un espèce de tabou sur le fait de toucher les aides, parce qu'en fait les aides c'est calculé selon nos besoins, on touche pas à des aides parce qu'on a envie de toucher les aides, hein. Si vous voulez, ouais, j'ai mon salaire j'ai mon salaire d'alternant, j'aimerais bien avoir des aides, hein. J'en ai pas, parce que j'en ai pas besoin factuellement. Et en fait, il y a un espèce de tabou sur toutes les personnes qui touchent des aides. On essaie de leur faire croire que c'est une honte, mais non, toutes les personnes qui touchent des aides parce qu'on a calculé qu'elles avaient besoin de ces aides. Et encore, parce que je pense qu'on minorise énormément les aides dont les personnes ont besoin, et qu'actuellement, il y a très 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 peu de personnes qui subsistent grâce à des aides, qui ont de quoi vivre dignement. Et le droit à la dignité, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. On peut par exemple prendre l'éducation, qui est très très élitiste, par exemple en post-bac, et qu'on n'aide pas les étudiants en post-bac parce que on s'en fout. Parce que t'oses. Voilà, exactement. Mais bien sûr, mais disons que au niveau des aides, c'est ça. Par exemple, je prends mon exemple, je touche la bourse. Un palier pas forcément très élevé, mais disons que sans cette bourse, je peux pas manger en fait. Alors que factuellement, j'ai une amie qui touche une bourse de palier 6. C'est assez haut dans les paliers pour ceux qui voient pas trop. Et disons que cette personne, sans cette bourse, serait vraiment en énorme difficulté, car sa famille malheureusement ne peut pas forcément l'aider. Cette personne ne peut pas travailler,
et poursuit ses études, mais à côté de ses études ne peut pas avoir de rentrée d'argent autre que celle que l'État lui fournit. Donc disons que sans cette aide-là, cette personne ne pourrait pas suivre ses études. Et c'est là que je trouve que la logique de rentabilité est horrible, parce que cette personne, si l'État ne pouvait pas l'aider, ne pourrait pas poursuivre son envie d'études et potentiellement son travail futur. Donc, ça n'a pas de Et sens. si on n'a pas de diplôme, et quand tu fais pas d'études comme moi, et quand t'es pauvre, et ben du coup, tu t'accèdes que à des travails de merde en fait. Et Bien sûr. à des travails où t'as même pas le choix d'être bien traité en fait. Ou tu Dans peux- dans des choses précaires, dans des choses dangereuses, dans des choses où tu peux même pas dire bah là ça va pas. Tu peux même pas partir parce que tu trouveras pars, tu meurs. trouveras rien d'autre. Non, mais ça, genre, ça, c'est 100% vrai, et c'est un autre débat sur lequel on pourrait parler des heures, et vraiment, qui moi, personnellement, m'offusque profondément. Mais le concept d'emploi à faible niveau de qualification est un mensonge bourgeois qui est juste servi, qui est juste utilisé pour payer les gens comme de la merde. Mais factuellement, c'est de la daube. Comment on peut faire économiquement penser à une autre alternative pour que les personnes à mobilité réduite, avec des handicaps psychiatriques ou autres, comment on fait pour les intégrer économiquement dans la société, dans une autre société que le capitalisme? Est-ce que c'est une question, ou est-ce que tu as une réponse à apporter et que tu annonçais juste là? J'ai pas de réponse claire, Ok. c'est juste qu'il faut avoir une réponse à cette question pour une nouvelle société, et en fait il faut une réponse à cette question parce que c'est l'une des plus grosses questions de comment on accepte les gens économiquement dans une société économique, on va dire ça comme Oui, ça, oui, bien c'est sûr. pas très bien On comprend ce que dit, tu veux mais dire. comment on accepte les autres personnes que les personnes entre guillemets normales. Est-ce que je peux faire rentrer dans la pièce Ratus, l'économiste marxiste un peu chiant? Allez. Avec grand plaisir. Alors du coup, la première réponse que j'aurais à formuler, elle s'adresse à toutes les personnes qui sont déjà anticapitalistes, qui sont déjà fermement convaincues que l'anticapitalisme est une option. Quand on parle d'antipsychiatrie ou d'anticarcéralisme, la principale réponse qu'on vient nous donner, de par les fronts de gauche et même de par les autres partis politiques, c'est comment on fait pour faire ça sans changer la société. Et donc du coup, et ma réponse pour l'anticapitalisme c'est très très rapide, vous allez voir. Facilement, quand on parle d'anticarcéralisme, on dit oui mais comment est-ce qu'on fait, il faut penser à une autre société. Quand on parle d'antipsychiatrie, c'est l'exact même chose. Sauf que du coup, à tous mes camarades anticapitalistes, je vous demanderai comment on fait pour passer à l'anticapitalisme sans changer de société. C'est l'exact même problème, sauf que vous n'êtes pas, pour certains, encore prêts à entendre que l'antipsychiatrie ou que l'anticarcéralisme sont aussi des options viables, ou en tout cas des options dont il faut discuter. Ensuite, ma réponse aux personnes qui ne sont pas encore concernées par l'anticapitalisme. Je dis pas encore parce que vous allez l'être très bientôt, je vous le jure. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, je dépenserai tout l'argent que j'ai, tout ce que je peux faire pour que vous soyez anticapitaliste, je le ferai. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on dit pas, ça c'est de la merde, faut l'annuler et voilà ce qu'on va faire. Ce qu'on dit, c'est ça c'est de la merde. Est-ce que ce serait pas bien qu'on commence à réfléchir à autre chose? Jamais personne n'a prétendu avoir un modèle de société clé en main que l'on peut suivre instinctivement comme ça. La démarche marxiste, la démarche matérialiste de manière globale, et la démarche de questionnement en général, quand il s'agit de penser de nouvelles ébauches de société, c'est justement de dire il faut qu'on réfléchisse à une nouvelle ébauche de société. On dit pas notre ébauche de société à nous, elle va fonctionner tout de suite. On dit pas notre ébauche de société, elle va être géniale en pratique. On dit l'ébauche de société qu'on a aujourd'hui, la main tout de suite dans les médias, elle pue la merde en pratique et en théorie. Ce serait pas cool finalement qu'on en cherche une qui soit au moins bien en théorie, même si en pratique c'est pas ouf. Et dans l'optique, on fait bien qu'il soit bien en pratique aussi, ça peut être sympa. Mais du coup en fait, ce qu'il faut comprendre avec l'anticarcéralisme, l'antipsychiatrie, l'anticapitalisme, l'anti-plein de trucs finalement, c'est que la question c'est pas qu'est-ce qu'on a à proposer de mieux. Cette question-là, elle se posera après, quand les gens sont convaincus qu'il faut chercher quelque chose de mieux. Chercher quelque chose de mieux, ça a déjà été fait énormément de fois. Je vous invite à lire, si vraiment vous êtes intéressé par ça, les écrits de Kropotkin, les écrits de Marx, forcément, les écrits d'Engels aussi. Tous ces écrits-là, c'est des écrits qui sont fondateurs, et si vous voulez apprendre à penser la société autrement, c'est intéressant de les lire. Mais Faites de la philo.
faites de la philo, et en vrai, même sans faire de la philo, parce que, Ouvre un livre de sociologie. voilà, Ah, genre, ouais, voilà, mais genre, en fait, si la sociologie vous intéresse, il y a une streameuse qui s'appelle Moody qui lit des textes de sociaux et qui les simplifie pour qu'on puisse le comprendre. Pour les gens pauvres comme moi qui n'y comprennent rien. Voilà. oui, bien Ou ceux sûr. qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Et, Ouais, voilà. important de le spécifier aussi, mais il n'y a pas à avoir une logique classiste qui consiste à dire ouais, il faut avoir lu des bouquins pour être politisé. Non, c'est pas ça qu'on dit, loin de là. Ce qu'on dit, c'est lu des bouquins. ce qu'on dit, c'est ça peut être un outil pour comprendre mieux la société. Mais bien évidemment, c'est pas parce que vous n'avez pas lu tous les classiques du matérialisme que vous n'êtes pas politisé. C'est pas parce que vous ne connaissez pas par cœur les enseignements de Marx que vous n'êtes pas politisé. Ce qu'on dit simplement, c'est ça peut être un bon outil pour mieux comprendre la société. Après, bien évidemment que l'analyse de quelqu'un qui vit sur le terrain, de quelqu'un qui vit les difficultés, que quelqu'un qui essaie de les comprendre de par sa propre expérience, c'est carrément important aussi. L'ébauche de société que nous on propose, en tant qu'anticapitaliste, qu'anti-psy, qu'anti-carcéraliste, qu'anti-flic, c'est vraiment de se dire, venez, on se penche et on y réfléchit vraiment. On se penche dessus, on y réfléchit vraiment, parce que ça n'a jamais été fait. En tout cas, jamais suffisamment. Et le truc, c'est qu'on a déjà plein de gens qui ont fait un super taf de vulgarisation, qui ont déjà réfléchi énormément, qui ont déjà mis plein de choses à l'écrit. Et encore vraiment, genre, on prétend pas avoir des solutions. Par contre, ce qu'on prétend, c'est que si on se met tous à réfléchir, on va en avoir des solutions. C'est obligatoire. On peut pas rester en tant que société sans solution si on décide que c'est un problème important. Sauf qu'on va décider que c'est un problème important bientôt, j'espère. Surtout parler en communauté, comme on fait là Ouais. par exemple, c'est avoir des discussions même avec son entourage, avoir genre critiquer sa propre opinion. Bien sûr. C'est pour ça que la philo ou n'importe quoi, c'est important même Et c'est pour juste dans ça sa que tête. faut arrêter de travailler trop. Parce que ça isole. Bien sûr. Parce que vous passez plus de temps avec vos amis. Parce que vous passez plus de temps à justement vous rendre compte que vos existences sont politiques et qu'il faut en parler en fait. Mais ça c'est à cause du système capitaliste qui dit que le travail c'est ta raison d'être. Vu que le travail est ta raison d'être, tu n'as pas le temps de parler de politique, de sociologie, de philosophie, tu n'as pas de temps de parler de quelque chose avec les gens. Tu ne peux pas parler avec les gens. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a les usines avec beaucoup trop de bruit pour parler. Bien sûr. Et en fait, genre, dès qu'on laisse avec deux personnes, ça s'applique à la dictature, ça s'applique au système capitalisme, ça s'applique à la colonisation. Dès qu'on parle avec les gens, ça marche pas. Il faut enlever tout moyen de communication avec les autres. C'est ça que le système actuel fait. Il faut capitaliser sur un sujet social fort, par exemple l'abaya. Il faut pour que tout le monde parle d'abaya. Bien Et sûr. c'est tout. Il Bien faut sûr. pas parler des choses importantes, il faut parler de choses que tout le monde s'en branle. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est le problème de la manipulation des grands médias. Bien sûr, oui. Et Grands médias faits par des riches. Plutôt grand merdia, ouais. allez, Ah, t'es ça, ce drôle. sera mon épitaphe. Oui, non, mais c'est évident que le travail, même l'école en soi et le Fordisme de manière globale, sont des machines à abrutir qui sont faites pour que les masses arrêtent de réfléchir. Typiquement, là, si on n'était pas assez débiles pour passer nos soirées jusqu'à 22h51 très précisément, à enregistrer des podcasts de ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, on n'aurait pas le temps d'y penser. Là, c'est parce qu'on va pas dormir la nuit qu'on y pense, mais sinon on n'y penserait pas. Et le fait qu'on doive se faire des cernes de bâtards pour pouvoir faire un podcast écouté par 10 personnes... Non, ouais, j'abuse. Écouté par plein de gens qu'on aime de tous nos cœurs, c'est déjà un problème en soi. On devrait avoir plus de temps pour nous, et je dis ça en tant qu'égoïste, mais je dis aussi ça en tant que membre d'une société, socialiste. en tant que prolo. Parce que tous les prolétaires devraient avoir le droit de... Alors par contre, toi tu... Alors, C'est bon, on alors, peut me cancel. Ratus socialiste. bah oui, bah attention, je suis socialiste. Je suis socialiste d'un socialisme Clippé. anarchiste et d'un communisme anarchiste. Néanmoins, je ne suis pas un sauce dans le sens du parti Oui. socialiste. Bah oui, Je suis c'est ça socialiste. que je disais. Puisque, comme vous le savez sans doute, socialisme et communisme sont finalement un peu le même mot. La différence est très 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 floue. Je vous invite, si vous le souhaitez, à lire l'ouvrage Les 100 mots du marxisme, dans lequel les définitions sont respécifiées. Je crois qu'il est trouvable en ligne sur les éditions Libertalia, si je ne dis pas de bêtises.
Il est très intéressant et du coup genre c'est juste un dictionnaire. Oui, disons que c'est des concepts qui se recoupent quoi. Oui, C'est et des puis concepts qui sont très très clairs et il y a que des très 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 légères différences. et c'est juste les mots qui Structurel. ont changé, par exemple, comme dans 1984 de George Orwell, où on enlève les mots, où on les change. Mm. C'est juste que on change les mots justement pour créer du séparatisme. C'est pour créer de la division sociale. C'est le moment de la proposition musicale de la fin du 10e segment, car on est déjà à quand même 1h30 d'enregistrement sans montage. Donc voilà, et je vais laisser la place au premier de nos deux merveilleux invités. Ellie, veux-tu nous présenter ta recommandation musicale ? Nous sommes tout oui. Bien sûr. Ma recommandation musicale du jour, c'est les Deserty Girls. C'est essentiellement sur Spotify, mais j'avoue, j'ai pas cherché sur où on pouvait trouver. Ils viennent de sortir Ah non, ils viennent même pas de le sortir, ça fait 1 an qu'il est sorti. Oh putain. Il s'appelle Le meilleur des deux mondes. En gros, c'est des femmes trans qui font de la musique, comme beaucoup de femmes trans qui font de la musique. C'est génial. Et donc, ma chanson préférée de cet album, c'est J'attends la fin. En fait, elles font un peu un mélange de techno, hyper pop, peu de métal. Les influences punk un peu aussi. Oui, un peu des inspirations punk, il y a plein de choses, c'est vraiment très cool. Et du coup, ma chanson préférée, c'est J'attends la fin, que je trouve très bien. Après, il y a aussi des chansons un peu plus, comment dire, pour rire, tu vois, genre vraiment débiles, mais très bien fait et très drôle. Genre, il y a Hélicoptère de combat, Les pénis de femmes qui rendent pas il y a mal. Pénis de femme qui est pas mal. Hélicoptère de combat. Génial. C'est génial. Et du coup, si vous voulez rire un bon coup, si vous voulez entendre la voix des femmes trans qui crachent sur la société, c'est pas mal. Parfait. Et ben n'hésitez pas à écouter l'album si vous voulez entendre tout ça. Et nous on se quitte avec J'attends la fin des Deserty Girls. Parfait, ben je te quitte. Je suis coincé au fond du trou. Fais défiler des kilomètres de vidéos violentes ou bêtes. C'est amusant et ça rend fou. Je me gave de bébés animaux, de blagues et de bombardements. De la bouillie dans le cerveau, parois du crâne tachées de sang. Folle. Si ça me prend le matin, jusqu'au soir je sers à rien. Le dehors me rend dedans. Par la fenêtre de l'écran, genre d'animal tapis dans sa grotte. Pas rien, café clope. Je suis le genre de meuf bizarre. Je ressens rien que du dégoût. Au fond du trou, j'attends la fin. Je suis coincé au pied du mur. J'avale des montagnes d'ordures, des vidéos de grands complots et de villes entières en Lego. Je me gave de rire forcé jusqu'à vouloir en dégueuler. De la grosse purée dans ma bouche. Y a plus jamais rien qui me touche. Si ça me prend le matin, jusqu'au soir je sers à rien. Le dehors me rend dedans. Par la fenêtre de l'écran, le genre d'animal tapis dans sa grotte. Patarien, café clope. Je suis le genre de meuf bizarre, les yeux cernés, le teint blafard. Je suis le genre qui fait des blagues sur le suicide quand je dérape. C'est dans les coins que ça regarde. Je suis le genre dont tout échappe. Je passe le temps, je fais des trous dans mes bras et dans mes gambettes. Je ressens rien que du dégoût au fond du trou. J'attends la mort.
Et j'espère que le morceau vous a plu. Voilà. Eh ben écoute, on l'a beaucoup aimé personnellement. Hein. Je vais me permettre de soulever un sujet qu'on a évoqué du coup en second segment. J'aime bien évoquer des sujets qu'on a évoqués dans le segment d'avant, c'est pratique pour rebondir et permettre d'avoir un petit peu une espèce de fil rouge. Ça permet notamment que ce truc ne soit pas décousu, comme il a pu l'être par le passé. On a parlé, plus ou moins, de marginalisation, de foutre les gens dans des cases, et des rebuts de la société qui ne sont pas compris. Voilà, ça un petit peu on a parlé. Du coup, je voulais savoir si vous avez envie de partager des expériences, peut-être de parler de choses qui ont pu vous arriver, de parler de sujets aussi qui vous intéressent, qui sont en lien avec la marginalisation de manière globale. En tout cas, il faut savoir que déjà la marginalisation a toujours existé. Moi je sais parce qu'en histoire de l'art on l'étudie. Depuis qu'il y a une normalisation, une société, il y a eu la marginalisation. Et à notre époque, nous, comment on l'a vécu, c'est notamment, je pense que tout le monde dans ce groupe, au moins à cette table ici, a été marginalisé dans sa vie, pour des raisons évidentes, car on ne rentre pas dans la case de la normalité. Qu'est-ce que c'est que la case de la normalité ? En gros, c'est juste pour la société et les personnes qui... pour la société et les personnes qui s'intègrent bien à cette société-là, qu'est-ce qui est normal ou non ? En l'occurrence... ici, chacun, on a des éléments qui sont anormaux pour les personnes dites lambda, et disons que ça leur met une certaine aversion, ou en tout cas une méfiance envers d'autres personnes qui, du coup, sont dégradées, moins représentées, et du coup mis de côté. On peut par exemple penser à Az, qui a une tête, mais de gauchiste. C'est pour ça qu'il a pas été pris dans toutes ces écoles sur le volo. t'emmerde. Sous cheveux bleus. Voilà, mais ce qu'a dit Ellie est un bon exemple. Les contrôles aux faciès, ça a beaucoup de cours de métier malheureusement, rien que pour avoir un travail, ton nom et ta tête sont des facteurs tout aussi importants de tes qualifications pour certaines personnes. On peut tendre à marcher dans la rue. Par En tant exemple, que personne qui se fait palper les couilles par des flics Ouais. dans la quarantaine très Et régulièrement. d'ailleurs, il ressemblait à Sarkozy, celui qui était appelé la dernière fois. Oui, la dernière fois que j'étais palpé par les couilles, c'était vraiment un mec qui a joué le shérif, qui ressemblait à Charcot. À Charcot dans Ziggy Charcot du coup, et à Sarko, un mélange des deux, et qui m'a palpé les couilles allègrement quoi, alors que j'avais rien. Et c'est long à force quand ça arrive tous les 2 semaines. par exemple, moi, Az, cheveux Az. bleus, avec des sarouels très peu conventionnels, en style de troubadour. Je n'ai été pris que dans les arts du spectacle, alors que j'ai fait beaucoup de vœux qui mettaient des entretiens. Et juste les entretiens avec les écoles d'art où j'ai été, juste c'était des mecs blancs, cis, hétéros, vieux, riches, qui portaient des costards à plus de 100 balles, qui venaient me passer des entretiens de merde en me disant que je ne réussirais pas vu que j'ai pas le talent, ou des choses comme ça. Skichou. Ou j'ai été contrôlée au faciès maintes et maintes fois. Ou juste on m'insulte dans la rue parce que « Oh, regardez Pokémon !» Comme ça. Hot take, les sarouels c'est mérité. Je t'emmerde. Non mais disons que c'est vrai que toi tu fais un peu genre le cliché du libéral pour les droitards. Les personnes qui rentrent pas dans la normalité, genre par exemple pour l'homme, homme, cis, blanc, clean, sérieux et sobre, et pour la femme, une femme féminine, femme Belle au tout foyer, le temps. belle tout le temps, Plus de 45 kilos, c'est un crime. voilà, tu C'est vois. vraiment ce genre de shit de merde. Et ça en fait, Cheveux étant longs. donné- Oui, cheveux longs. Cheveux longs, forcément. Étant donné que c'est une case qui est considérée comme normale actuellement dans la société qu'on a, disons que dès que tu diffères de ça, ça devient compliqué d'être accepté dans les institutions dites classiques. Par exemple, dans des grandes écoles, dans certains emplois, à certains logements. Pour avoir certaines choses, c'est compliqué. Mais disons que nous, dans notre vie, je pense qu'on a tous été un peu mis à part. Donc, par exemple, Ratus, as-tu un exemple de toi ou dans ton entourage qu'on aurait peut-être pas forcément dit dans le podcast déjà? Bah alors, premier exemple de mon entourage du coup, parce que ça essaie de tirer à balles réelles, j'aimerais parler de la marginalisation des personnes précaires. En fait, pour comprendre à quel point on vit pas dans le même monde que les gens normaux, il y a des gens comme As qui pensent que 100 balles pour un costard c'est cher. Oui, Du coup, je m'arrête là. Voilà, sale pauvre. Du coup, je disais. Mais nique-toi. Mais 100 balles, c'est cher. Non, Non. non, pour un costard, c'est que dalle. Mais 100 balles, t'as même pas les pompes du costard. T'as même pas les, t'as les boutons de manchette. Peut-être. Déjà, les boutons de manchette. Déjà. Non mais Mais sérieux? Mais vraiment, Mais un costard c'est plusieurs milliers d'euros. Hein. Oui, mais bien sûr.
Sérieux? Si, Mais si tu veux, si Un des bon patrons d'école costard, d'art, c'est... Oui. si des patrons d'école d'art ont un costard à plus de 100 euros, je m'inquiète pour eux, hein. Non mais vraiment, je te C'est jure. triste. Mais c'est juste que, genre, je sais pas, pour moi, 100 balles, c'est déjà pas quelque chose que je peux... Mais car tu es Dépenser pauvre, Az. C'est ça que je soulève. Mais parce que tu es pauvre, Harry. Pardon, non, on fait pas de ref à ça, on fait pas de ref à ça. C'est... Je cut, on transport. cancel. Et j'ai Caroline Bestaras. Ouais, non, mais moi, principalement, ça a été des potes racisés, des potes non hétéros, en l'occurrence, comme moi par exemple. Et sinon, juste aussi beaucoup de trucs du fait que j'étais un putain de weird kid, et du coup, on sait l'amour que les collèges ont pour les weird kids, hein. Ouais. Donc que du love, que du kiff. Non mais Du coup, t'as mis de côté, ouais. Mais ça, c'est la base, hein. C'est la base, j'ai envie de dire. Et ça soulève un point, c'est est-ce que tous les gens de gauche ont été marginalisés à un moment? Est-ce que tous les gens qui souffrent sont de gauche ou pas? Non, je pense pas. En fait, disons qu'il y a un rapport évident entre marginalisé et contre-normalité. Ce qui est logique, si t'es marginalisé, tu vas plus t'interroger sur les questions de normalité. Ça, je pense, c'est indéniable. Mais à mon avis, t'as des gens de droite qui souffrent de leur position de droite, enfin qui souffrent de leur situation de droite, mais qui se remettront jamais en question, malheureusement. Les incels. Les incels, oui, les incels. Typiquement, sont des droitards tristes. Oui, exactement. Oui. On a déjà parlé dans le podcast, mais les incels, c'est ceux qui se baptisent comme involontaires célibataires. J'ai whippin les mots, mais c'est ça. Et en gros, c'est ceux qui pensent que les femmes leur doivent du sexe, des relations, et du coup qui sont excessivement misogynes et très virilistes envers, et qui sont souvent excessivement violents. Pour faire de la méchante vulgace, c'est en gros, genre, si tu plains que tu rencontres pas de meuf, et le jour où tu rencontres une meuf, tu lui fais de toute façon, on ne rencontre pas de meuf parce que vous êtes toutes des putes, et après tu donnes qu'elle te parle plus. Voilà. C'est ça les incels. Et si vous êtes incel, no shame, venez vers nous, on en parle. Vos insécurités, on peut en parler. Allez voir un psy si vous voulez. On en parle, mais il y a une vitre entre nous quand même. Ouais, quand même. C'est très bien. Genre, non, plus 10 mètres. Ouais, t'as raison. De mon expérience personnelle, je suis aussi marginalisée dans la lutte sociale. Dans la lutte du féminisme. En étant un homme trans, juste, on est exclu du fait d'être féminisme. Par exemple, ma mère, elle dit que je ne peux pas être féministe si je suis un homme trans. Sauf que moi, j'ai vécu avec de la misogynie depuis que je suis née, donc, et même encore maintenant, vu que j'ai une apparence féminine. Donc, ça fait presque 18 ans que je subis la misogynie, que je subis des agressions presque tous les jours dans la rue et qui produit des traumatismes. Et en fait, cette misogynie intégrée fait que on est aussi enlevé de la lutte féministe. Moi, je suis trans parce que je suis trans, c'est tout. Je suis pas trans parce que, je sais pas, le lobby trans m'a gangréné. Non, c'est juste comment je me ressens, c'est tout. Et c'est juste des femmes qui me disent « T'as pas le droit d'être féminisme », alors que je crois en cette idée et que je trouve ça révoltant que juste naître comme ça. Et qu'il y ait une différence pour un truc que t'as pas choisi finalement. Bah ouais, voilà. C'est comme les personnes racisées, c'est comme tout ce qu'on choisit pas, et nous on est fiers d'être queer parce qu'on est fiers de la route qu'on a parcourue pour avoir un mode de vie queer, entre guillemets, avoir une culture. Et en fait, genre, la culture, ça peut aussi être féminisme, et il faut pas s'enlever de la casse d'une lutte juste parce que on se considère femme ou pas. Moi, je ressens beaucoup, genre, la transidentité avec le prisme du féminisme, et c'est compliqué de se dire féminisme alors que y a tout le monde qui dit t'as pas le droit de l'être. Bah en fait, disons que j'ai l'impression que le front TERF est quand même assez présent, malheureusement, dans les luttes féministes, mais surtout avec les personnes plus âgées, comme on a dit plus précédemment. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Surtout en fait, genre, l'un des grands vices du front TERF, c'est qu'il ne se déclare pas comme front TERF lorsqu'il recherche des adhérents. Typiquement, nous, dans le bled de ce qu'on a fait nos études, ce qu'on était tous, il y avait relativement souvent des manifs féministes, et ces manifs étaient organisés par des alliés de Némésis, qui jamais n'ont dit qu'ils étaient TERF. Ils disaient c'est la manif féministe. Et à ce moment-là, ils avaient des propos TERF, et ils étaient des sombres merdes quand ils avaient 10 000 personnes avec... Peut-être pas 10 000 personnes, c'est pas déconner non plus. Quand ils avaient 100 personnes avec... non, en vrai, plus, non, 1000. Ouais, 1000.
Et du coup, en fait, quand ils avaient mis personne avec eux, seulement au moment où les gens étaient déjà avec eux, ils commençaient à foutre la merde. Et du coup, c'était un petit peu obligé. Et je dis on, mais nous, juste on rejoignait, hein, on n'a jamais organisé, on va pas prendre le mérite des autres, d'organiser des contre-manifs ou des manifs où est-ce qu'on sensibilise à ça. Parce qu'en fait, le Front TERF, aujourd'hui, ne se déclare pas comme TERF, il se déclare comme féministe. Et c'est un grave problème parce que tu n'es pas féministe si tu ne luttes pas contre la misogynie noire, si tu ne luttes pas contre la transmisogynie, si tu ne luttes pas en fait contre toute forme d'oppression patriarcale. Disons que les luttes de gauche se recoupent finalement. Pour moi, tu peux pas être excessivement féministe mais raciste. Ouais, Tu vois, ça marche pas. Bien sûr. Les luttes de gauche se recoupent entre elles car c'est une idéologie progressiste pour moi. Après, on peut être de gauche et avoir des biais racistes. Hein. Oui, mais ça c'est pas bien. Ah, bien sûr, oui, mais... Oui, mais en fait, mais même si tu luttes contre le racisme, tu as toujours des biais racistes. En fait, on a tous des biais misogynes, on a tous des biais racistes. Genre, même à quel point on a envie de faire autrement, ça prend du temps de fou pour Se déconstruire. se déconstruire là-dessus. Bien sûr, et il faut faire vraiment gaffe à pas, parce qu'on est de gauche, se penser se penser blanc, ou se blanc dans le sens pur, ou parfait. Et pour citer le grand Joël Vuitton, je cite, ouvrez les guillemets, Le je grand voudrais Leblanc. revenir vite fait sur ce truc de la jeunesse envers le Front National, parce que se fixer un ennemi aussi précis que ça me paraît quand même être le meilleur moyen de jamais se reprocher quoi que ce soit. Fin de citation. Et en vrai, il a pas tort. C'est vrai que certaines personnes, pas toutes les personnes de gauche, mais il y a certaines personnes qui utilisent les vocabulaires de gauche, qui utilisent tout ce qu'on a construit en fait, et qui se les approprient, et qui, quand on leur met devant un fait de VSS, donc VSS c'est tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, et ben ils disent mais non, moi je suis safe, j'agresse personne, etc. Et en fait ça c'est vraiment un problème parce que quand on te le dit, c'est que t'as merdé quelque part en fait. C'est pas parce que t'es de gauche que t'as une... T'es blanc Je sais comme pas, neige. l'étoile dans Mario Kart et tu roules sur tout le monde en fait. Oui, C'est oui, une super une image. forme d'impunité, tu veux dire. Oui, voilà. Très doué avec les mots. Et oui, il y a souvent ce côté de se cacher derrière je suis de gauche, faites-moi confiance. Oui, Alors voilà. que non, t'es de gauche c'est un plus, mais c'est pas tout. Oui, Tu vois, genre, si je suis de gauche et que je commence à tabasser des bébés dans la rue, je reste une sombre merde, même si je suis de gauche. Mais même moi j'ai fait l'erreur parce que pendant longtemps je me suis dit je vais faire des patchs sur mes vêtements safe with me. Mais en fait, genre se dire safe c'est vraiment pas safe du tout en fait. Oui, Genre parce faut que pas tu- faire ça. Parce que tu sais pas à quoi tu vas te confronter, tu sais pas de quoi les gens vont vouloir parler. Ouais. Et en fait, tu sais pas si t'es prêt, tu sais pas si t'es prête, tu sais pas. En fait, tu sais pas si t'es safe. Bah oui, c'est ça. En fait, tu sais que t'es safe avec quelqu'un, ou tu sais que t'es safe pour quelqu'un à partir du moment où tu connais la personne. Tu peux pas te déclarer safe parce que ça se trouve, il y a des choses qui vont profondément marquer les gens, qui toi vont t'offusquer, et ou que tu ne vas pas comprendre, ou que tu ne vas pas savoir assimiler, ou juste en fait, je sais pas, ou genre juste, typiquement, moi dans mon cas, je suis un homme 6, mettre un patch safe with me sur mes saps, ce serait mentir. Parce qu'il y a plein de personnes qui ne se sentent pas safe à parler de certains sujets avec un homme 6. Et c'est une réalité, moi j'y suis pour rien. Mais du coup, ce serait mentir que de mettre un patch safe with me, par exemple, sur mes saps. Oui. Ça fait penser au nice guy, par exemple. À la culture nice guy qui est en Exactement. mode moi je suis de gauche, moi je suis féminisme, donc couchez avec moi. Ouais. C'est On ça revient aux la incels. nice guy. Disons qu'en fait, être de gauche n'excuse pas tout. Disons que si t'es de gauche, c'est pas parce que t'es de gauche que tu es incroyable. Tu es de gauche, mais tout le monde a ses défauts, tu vois. Mais disons que tu peux être de gauche, c'est bien, mais tu peux avoir des opinions désastreuses. Je sais que mon meilleur ami, il est de gauche, il est antiraciste, anticapitaliste, mais il a certaines opinions qui sont absolument, pas absolument désastreuses, parce que c'est quand même mon pote, mais certaines opinions qui sont un petit peu quand même un peu classiques, ce qui me dérange un peu. Mais du coup on essaie d'en parler et de le raisonner et on s'expose nos points de vue. Et c'est là que la discussion devient importante parce que pour moi, même avec les gens qui sont opposés au niveau des idées, il faut parler. Ça veut pas dire il faut changer ses idées. Ça veut dire il faut essayer de comprendre l'autre pour soi mieux comprendre sa réflexion. Il faut s'exposer aux autres idées pour mieux comprendre les siennes. Et je pense que c'est intéressant qu'il y ait cette pluralité dans la parole, après, jusqu'à une certaine limite. Quelqu'un qui est foncièrement raciste, je vais pas parler avec lui, parce que j'ai autre chose à foutre. Mais quelqu'un qui condamne pas des actions militaires, cette personne-là, je vais essayer de comprendre son point de vue, lui exposer le mien,
et de comprendre pourquoi il pense comme ça sans pour autant me dire d'accord, maintenant que j'ai écouté ce qu'il dit, je vais totalement adhérer à ce qu'il dit. Et non pas non plus en étant en mode je fais du prosélytisme, il faut que cette personne pense exactement comme moi. Mais il faut, je pense, pour un entre-deux entre il faut que je puisse exposer à cette personne ma vision le mieux possible pour qu'elle puisse comprendre la nuance de mon propos. Ouais. Et il faut que toi tu sois là, j'essaie de comprendre pourquoi cette personne pense comme ça, d'où vient cette réflexion, pour que je puisse mieux la contrer, avec des guillemets avec mes doigts, Oui. Dans mon argumentaire. Ou l'assimiler. Ou l'assimiler. Bien sûr, si- il faut rester ouvert à l'assimilation. Bien sûr. Faut pas se fermer sur ses positions, faut toujours être en réflexion sur celle-ci. Moi, ça me fait penser, quand j'allais encore à l'hôpital de jour, j'avais un taxi avec qui je m'entendais super bien. Pourtant, c'est un crypto-bro pro-chasse, c'était une dinguerie. Et genre, juste on discutait chill et tout de ces sujets-là, et c'était grave cool. Ouais. Même si on est opposés factuellement, genre... je pense que je lui ai apporté quelque chose, il m'a apporté quelque chose. Bon, même s'il a essayé de La me crypto-monnaie refiler de la crypto... Il a dit, vas-y, investis et tout. Je lui ai dit, ouais, de fou, t'inquiète. Non. La spéculation financière, c'est le pire des vices. Je suis d'accord. Mais du coup, pour revenir sur le fait de discuter, même si on a des idées opposées, en fait, c'est ce que j'essaie d'avoir avec ma famille catho. C'est compliqué, c'est très compliqué, mais ça revient au fait que les personnes âgées, surtout ma mamie, les personnes âgées ont des idées traditionnelles, ont des idées bien... en fait, qui ont jamais été contredites de toute leur vie, et qui ont baigné dedans littéralement toute leur vie. En fait, c'est vraiment ce truc de comment on discute avec quelqu'un qui a une vision totalement opposée et qui... mais pourtant, comment on fait du commun là-dedans ? Comment on fait du commun dans des choses opposées ? Et du coup, j'essaye de lui apporter ma vision des choses en lui parlant avec son vocabulaire à elle, tu vois, par exemple. Genre, par exemple, quand je lui parle de ma foi à moi, je vais... Enfin, en fait, justement, je vais utiliser le mot foi pour lui expliquer ce que je fais dans ma vie, parce que elle va mieux l'assimiler et peut-être créer, du coup, une connexion pour qu'on puisse se comprendre. Et je sais pas si ça vous fait écho. Oui, si. Du coup, est-ce qu'il faut créer un langage pour les autres ? Je pense qu'il faut comprendre en quoi les autres utilisent les mots. Un mot peut avoir un sens différent si c'est de droite ou de gauche, je pense. J'ai pas d'exemple précis, mais on se comprend. Même pas de droite ou de gauche, juste Oui, d'opinions différentes. D'opinions différentes. Et je pense qu'il faut être pédagogue quand tu parles avec des gens. Pas par paternalisme. Pas par paternalisme. Partez, non. Pas par paternalisme. Sans laisse. Pas par C'est l'intro, par pitié. pas par paternalisme, mais par envie de comprendre l'autre et de se faire comprendre. Et pour moi, c'est important. C'est pour ça qu'il faut pas tuer tous les droitards. Il faut les écouter et essayer de comprendre pourquoi ils pensent comme ça. Pour soit les changer, soit comprendre ce qu'ils pensent pour nous mieux s'y opposer. Alors, deux choses. La première, je tiens à le spécifier. Quand je dis annihiler toutes les personnes riches, j'entends pas les tuer, j'entends les exproprier. De facto, si on exproprie, il y a plus de richesse. Oui, juste leur enlever tout leur pouvoir. Première chose. Deuxième chose, c'est important de préciser qu'on n'est pas là pour faire de l'agisme. Et on dit pas toutes les personnes âgées, on dit il y a une tendance chez les personnes âgées. Il y a des personnes âgées engagées politiquement à gauche, il y a des personnes âgées qui ne sont pas réactionnaires, il y a des personnes âgées qui ne sont pas tout simplement conservatrices. On essaie juste d'observer une tendance. On n'est pas là pour dire factuellement c'est comme ça, tous les vieux sont des sales merdes. C'est pas ça qu'on dit. Moi je les aime beaucoup les C'est vieux. important. Moi aussi j'aime beaucoup les vieux. Ou même J'aime juste aussi la beaucoup les règle. enfants. En fait j'aime beaucoup les gens aimés, les humains. Oui, C'est stylé. de fou. Et même juste vos parents. Vous voyez, Aimez vos parents s'ils sont pas toxiques. Ouais. Oui, s'ils sont pas En toxiques. fait aimez les gens qui vous aiment en retour. Oui, Exactement, voilà, c'est ça. exactement. Et Exactement. apprenez à aimer un peu aussi sans rien recevoir, mais pas trop. Genre faut apprendre à aimer juste pour le plaisir d'aimer ou à aimer juste pour le plaisir de donner, mais pas au point de donner toute sa personne pour du vent. Ouais. Genre c'est bien de tendre une main, après si on vous chie dedans là, ça vaut pas le coup. Si vous faites avec les bonnes personnes, on vous le rendra bien. J'ai bien aimé ce segment. Et j'espère que vous aussi, et dans tous les cas, c'est la fin de celui-ci, on Ouais. se retrouvera pour le dernier, mais avant cela, vous vous en doutez, c'est l'heure de la recommandation musicale de notre deuxième superbe invité, Az, qui Bonsoir. va vous proposer une superbe musique. Alors je vais vous proposer une musique de Kiki Rockwell, magnifique.
j'adore cet artiste. Donc je vais vous proposer Burn Your Village, qui est l'une de ses chansons les plus populaires et qui parle de féminisme, qui parle patriarcat. Donc je vous le conseille beaucoup, cet artiste. Je vous laisse avec ce magnifique son. Parfait, eh bien on se quitte avec Burn Your Village de Kiki Rockwell et on se retrouve juste après. Bien, bon retour parmi nous et j'espère que cette musique vous aura plu. Donc là on arrive doucement à la fin de ce podcast, on espère que pour l'instant ça vous plaît, hein, voilà. Ouais, si vous voulez pas partir, hein. Pull up. Pour ce dernier segment, on voudrait parler de quelque chose qui nous importe tous à peu près, car on est un peu tous dans ce domaine-là professionnellement ou au niveau de nos hobbies, c'est le domaine de la culture, qui actuellement potentiellement est un peu en dèche,
Voilà, on est 2 personnes à être en études dans un domaine culturel, et Coucou. globalement, on est globalement on est tous confrontés à ça, question de coupe budgétaire, et à toute la merde qui se prépare finalement. Monter des IA, par exemple. Exactement. Mais du coup, pour commencer, par exemple, j'ai ici avec moi un super ami qui a une étude d'art du spectacle, et ayant fait un petit peu d'études d'art du spectacle au début de mon cursus, c'est un domaine qui est très peu mis en avant et mis en valeur, car c'est un métier qui est jugé comme précaire, un peu nul, de chômeur et de branleur. T'as oublié fumeur de shit. Aussi. Et des babos. Alors qu'en vérité, c'est un métier qui est assez demandant, car tu finis technicien, et technicien d'art de la scène, je pense à ça notamment parce que j'en ai dans ma famille. Et ben, technicien d'art de la scène, c'est quand même un métier qui est assez compliqué, qui demande beaucoup de déplacements, très précaire, étant intermittent. Ton niveau de vie n'est absolument pas certifié, tu peux gagner très beaucoup pendant quelques mois et après rien pendant une demi-année. De force physique. En effet. Et puis c'est sur de très courtes périodes de temps, beaucoup d'efforts directs, donc c'est pas facile. Et tout ça pour dire que ces métiers-là ne sont absolument pas mis en avant, par exemple, avec conseil d'orientation, sauf exception évidemment, mais sauf dans certains cursus. Moi je sais que j'ai eu de la chance car j'étais en général au lycée, et dans mon lycée on avait un cursus cinéma, ce qui m'a permis de faire ce que je voulais faire, mais le cursus cinéma il est disponible dans 5 lycées en France. Donc... comme art plastique. Art plastique, c'est pas présent partout. Art appliqué, encore moins, et c'est encore un cursus différent. Donc, déjà, rien qu'au niveau de l'éducation, les métiers de la culture sont pas forcément mis en avant. Et maintenant, au niveau professionnel, c'est de pire en pire avec Rachida Dati à l'aide. Du coup, je vous conseille d'aller voir des spectacles faits par des compagnies de théâtre, faits par des compagnies de danse, tout ce qui est accès à la culture, des festivals, de la musique, allez voir des concerts, sortez de chez vous. Mais ça donne de la rémunération aux artisans, aux artistes, aux performeurs. Allez voir des drag queens, allez voir des spectacles politisés. Cultivez-vous autrement que par les médias, c'est important. Je me nous, suis on est pas des jamais posé la question de mon rapport à la culture. Je dirais que le premier, mon accès facile, ça a toujours été Internet, et que j'ai très rarement vu de spectacle. Le peu que j'ai vu, ça m'a fait un bien énorme. Parce que du coup, au lycée, on pouvait voir les options musique, on pouvait voir leurs concerts, et vraiment, c'était tellement agréable. Et quand j'ai vu le spectacle de Axe aussi, je sais pas comment dire, mais ça donne de la motivation, ça donne... Oui, d'inspiration, de confiance, de plein de choses. En fait, c'est intéressant, il faut pas sous-estimer l'importance culturelle d'Internet, évidemment. On n'a jamais pu avoir accès à des moyens culturels aussi facilement que maintenant, et ça c'est beau. Mais je pense qu'il faut pas non plus sous-estimer les modes de spectacle ou de divertissement plus classiques. Genre le théâtre, aller au théâtre, franchement, aller au théâtre ou à l'opéra, il y a franchement des prix assez abordables. Ça a longtemps été considéré comme élitiste, ça a longtemps été pour les bourges, mais maintenant, il y a eu un vrai travail qui a été fait pour essayer de rendre ça le plus accessible au plus de gens possible. Et je vous jure que aller au théâtre ou voir des spectacles en vrai, comme a dit Ellie, t'as vraiment des sensations que tu trouves nulle part, parce que t'es vraiment imprégné dans une ambiance que tu peux rarement ressentir autrement. Comme aller au cinéma. Enfin, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop le cinéma, mais moi je trouve que le cinéma, si vous le pouvez, prenez un abonnement ou je sais pas, mais le cinéma, je trouve que c'est une ambiance toute particulière. L'idée de se mettre dans conditions, un endroit spécifique pour voir un film. Tu peux vachement plus t'imprégner dedans. Oui, non, mais comme tu dis, le spectacle vivant, c'est hyper important Et ce qui est intéressant, surtout quand moi je fais des études d'art du spectacle, c'est surtout se concentrer sur le spectateur et pas juste sur un écran qu'on filme. C'est surtout sur le spectateur, sur l'artiste qui est en train de performer sur quelque chose, qui est en train de donner presque son âme, sa vie et son physique aussi, sur des choses importantes. Le cinéma, c'est pareil, j'ai fait des études de cinéma au lycée. C'est très important de se concentrer aussi sur la vision de l'artiste et pas juste sur le rendu final des choses.
n'hésitez pas à analyser les trucs culturels et artistiques que vous voyez. Même pas forcément d'analyser, genre, je pense que l'artiste là vous donner une vision néoconformiste un petit peu du message qu'il a voulu véhiculer, avec des inspirations romantiques qui va se faire ressentir dans la façon dont c'est véhiculé au niveau de la mise en scène et de la position. Mais essayez de comprendre pourquoi l'artiste a fait comme il a fait, et ça peut être vachement intéressant. D'autant plus que l'aspect culturel est important, car souvent il dépend de l'État pour fonctionner, au type spectacle vivant. Le spectacle vivant peut rarement se subvenir à lui-même, parce que les gens ont maintenant du mal à payer pour une prestation unique, on s'entend. Si vous aimez quelque chose d'important pour vous, qui est culturel, parce que la culture c'est très important, comme a dit Mandar, car la culture serait importante pourquoi ? Bah en fait c'est notre système, c'est notre vie, c'est comment on va interpréter les choses dans notre entourage, dans notre manière de vivre. C'est comme si on critiquait notre propre inspiration. C'est important la culture parce que ça nous forge. D'après les films qu'on a vus, c'est d'après les œuvres artistiques qu'on a vues, c'est d'après les musiques qu'on a vues, qu'on a écoutées. En fait, la culture, ça nous forge. Et la culture, c'est important pour une société construite. T'as raison, je suis d'accord. Il n'y a jamais une société qui s'est faite sans culture. Du coup, je sais pas si on n'est pas moins touché par la question, mais on a plus une vision de spectateur. Comme on a été en études d'art, c'est vrai que cette question de la culture, elle est pas trop présente. Ouais. Disons qu'en fait, on était presque surexposé, on a été entraîné à analyser purement le biais culturel et son contexte. Mais du coup, on a pas beaucoup moins ce truc, mais on n'a pas le truc de se demander comment trouver la culture. En fait, on nous a appris à la trouver facilement et du coup, on n'a pas forcément cette réalisation du fait que c'est plus difficile d'accès. Puisqu'on nous a appris dans le contexte actuel, dans le contexte d'il y a 2-3 ans du coup, comment faire pour trouver de la culture. Et du coup, on a beaucoup moins ce truc de la difficulté d'accès et de on sait pas où est-ce qu'elle est. Ouais. Et c'est beaucoup moins un truc qu'on côtoie, parce qu'on a été vraiment gavé à la culture pendant 3 ans. Ouais, mais imagine quelqu'un en économie. Mais c'est très bien, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que faut se dire que là, je suis en histoire de l'art actuellement, et faut se dire que pendant très longtemps, l'art, ça a marché que parce que c'est soutenu par la richesse. Ça a marché uniquement par mécénat. Pour ceux qui voient pas, le mécénat, c'est en gros un riche qui est là. J'aime bien ce que tu fais, petit. Je vais te donner tout mon argent pour que tu puisses faire encore plus de cet art, et moi, comme ça, je serai propriétaire de cet art. Les doués lumineux. Et disons que ça a permis, certes, plein de super œuvres, genre par exemple Botticelli, qui était le peintre officiel de la famille des Médicis. Ça a permis de faire des œuvres absolument incroyables, mais c'est toujours de l'art bourgeois. La plèbe n'y avait pas droit. Et maintenant, il y a un accès à la culture qui est bien plus facile, récemment avec Internet, mais même plus globalement, avec par exemple le théâtre de rue, les dictées publiques, certaines conférences, tout ça. Le street art. Le street art aussi, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point l'État a un rôle important là-dedans, parce que beaucoup d'espaces d'expression ou de moyens culturels sont servis de l'État. Je pense au CNC, le CNC qui est le Centre National du Cinéma, qui fournit une aide pour les projets artistiques français innovants. Bon, certes, l'aide du CNC, ça a plein de défauts parce que c'est administré par un vieux bourge dégueulasse de droite, mais disons que dans l'idée, c'est quelque chose de génial, parce que ça permet à l'État de financer des projets qui sont innovants pour la culture. L'État en gagne quelque chose, car des auteurs, des acteurs, des réalisateurs de son pays gagnent des choses et donnent du rayonnement au pays dont l'État dirige, et en même temps, l'artiste, lui, permet d'exercer son art avec un soutien sociétal, qui est quelque chose d'important pour qu'un art puisse se développer au plus grand nombre, je pense. Oui, même l'État est un peu le nouveau mécène, en fait, on voit ça avec le CNC, comme tu dis, mais même de manière plus globale, avec les MJC, les MPT, etc., donc Maison des Jeunes de la Culture et Maison pour tous, qui sont des lieux, du coup, d'expression de culture, et c'est vachement bien. Et même en fait, le fait qu'on ait des méchantes subventions pour les artistes, c'est vachement stylé parce qu'on a plus des gens qui veulent donner de l'argent aux artistes. Allez voir des concerts, s'il vous plaît. Après la scène elle va crever, moi je vais être triste. Est-ce que on peut réussir notre vie, payer un loyer, de la bouffe, de l'eau, de l'électricité juste avec de l'art ? Et c'est ça qui est important aussi dans la culture.
c'est que des gens comme nous, par exemple, qui font art du spectacle, qui ont fait du cinéma, qui ont fait des études de design, d'art plastique aussi des fois, est-ce que on peut avoir une portée professionnelle vers ça? Et en fait, c'est ça qu'il faut changer aussi, c'est parce que la culture, c'est intéressant. Après, moi, dans ma classe prolo, j'avoue que j'ai pas eu du tout accès à la culture. Enfin, en tout cas, dans ma famille, personnellement, la culture, je me la suis faite tout seul. Genre, ça a jamais fait partie de mon éducation, en tout cas. Ben moi, ça fait partie intégrante de mon éducation. Ben, j'ai toujours été à des concerts, j'ai toujours été à des spectacles de théâtre, à des opéras. Même si on n'avait pas la thune, on en trouvait pour faire des excursions culturelles avec, par exemple, des musées importants, le Louvre. Mais c'est pour ça qu'il faut faciliter l'accès à la culture, notamment dans l'éducation. Mais dans l'éducation, l'éducation nationale a déjà beaucoup trop de problèmes. Mais par exemple, moi, il y a un truc quand j'étais petit qui m'a vraiment aidé. Enfin, après, moi j'ai eu de la chance parce que mes parents sont très portés sur la culture. Ma mère notamment, parce que ma mère est bibliothécaire, du coup ça aide. Ouais. Mais on faisait tout le temps des musées, mais surtout à l'école, j'ai eu la chance d'avoir pendant très longtemps une directrice de mon école qui faisait beaucoup de sorties scolaires. On allait beaucoup au musée, et ça c'était génial. Bon, c'est tout le temps le même musée, parce que c'est dans un petit bled de merde, mais au moins, on allait au musée, on avait un accès à la culture. Et en fait, les petits endroits comme ça, notamment dans les zones rurales, sont pas à négliger. Par exemple, les bibliothèques, on en parle. Mais les bibliothèques, maintenant, ça peut sembler anodin ou alors accessoire. Mais je pense que dans des lieux culturellement peu desservis, c'est quand même vachement important. Moi, je me rappelle, dans mon petit bled de con, là, on avait une médiathèque. Médiathèque, en gros, c'est pas que des livres. Ça fait des CD, Il y a enfin, des tout ça. jeux de société. Des jeux de société aussi. Des films, je crois. Il y a- plein de- Exact. Et des ordi aussi. Mais surtout, c'est qu'il y avait des ordi à disposition. Et ça, c'est quelque chose de génial, notamment maintenant, pouvoir avoir accès à Internet sans pour autant devoir payer un ordinateur qui coûte cher. Mais il n'y a pas que moi, hein. Il y a beaucoup de personnes à qui un accès à la culture gratuit comme ça, étatiquement présent, a été utile. Je me rappelle d'un streamer que j'aime beaucoup, c'est Link. Link, il a joué à CS quand il était jeune, à la MJC. Tu vois, à la Maison des Jeunes de la Culture. Donc, je pense... Merci, la MJC. Hein. Oui, et je pense que les espaces comme ça, gratuits et populaires, mais malgré tout supervisés par l'État à une certaine mesure, sont importants et malheureusement sont en train de disparaître. Ouais, mais en fait, le truc, ils sont en train de disparaître parce qu'il y a un énorme problème. C'est le fait que, comme on disait tout à l'heure, le productivisme fait que la culture est vraiment en train de devenir accessoire. Parce qu'en fait, justement, là aussi peut-être un gap générationnel, c'est que fut un temps, il n'y avait pas le choix d'aller voir des artisans, d'aller voir des artistes. Tu voulais décorer ta baraque, tu payais soit un peintre, soit un artisan tapissier, soit un type qui savait le faire. Aujourd'hui, tu tapes Sonic Pied et t'as un méchant poster, quoi. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que il y a peut-être une trop grande facilité à négliger le travail d'un vrai artiste, ou, même si le terme vrai artiste est vraiment un terme que je déteste, il y a une trop grande capacité à négliger l'importance de l'humain, ou de l'intention derrière une création, derrière une œuvre, ou même derrière n'importe quel produit culturel. On a vraiment ce côté, ça ne produit pas, ça n'a pas d'intérêt financier, donc nique sa race, ça sert à rien. Alors que c'est pas le cas, et ça me fait mal de le dire, hein. Mais il faut prendre en compte chaque petite œuvre, chaque petite once de création humaine, parce que ça va tendre à se raréfier de plus en plus. Et la création humaine, c'est juste méga important. La création humaine, ou en tout cas la création sentiente, hein, parce que why not, des animaux artistes, je m'en branle, mais la création sentiente, c'est... Ouais, mais genre, tu sais, genre le cheval qui peigne avec des pinceaux dans la bouche, c'est rigolo. Mais la création sentiente, c'est hyper important. Parce que avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'arrivée juste du recyclage des images qui existent déjà, on va très vite perdre la création sentiente. Et je dis pas qu'il faut que la création, la peinture à l'huile et tout, ça je m'en branle. Même du Photoshop, c'est magnifique, c'est méga stylé, même le photomontage. On peut être sur du collage, on peut être sur du street art, on peut être sur de l'expression libre, on peut être sur de l'interprétation. On s'en fout, mais en fait, tant qu'il y a la création sentiente derrière, c'est génial. Et du coup, ça la fout mal de le dire, hein. Mais même des photos des gros panards à Sonic dégueulasses, c'est méga important culturellement parlant.
parce que c'est la preuve qu'on a encore de l'humain pour créer. Je suis pas sûr de mon exemple, mais on va Si, le laisser si, au montage. elle est bien. La culture écrite et littéraire, c'est importante. Disons que c'est un pan de création qui est quand même très intéressant. Je sais qu'il y a quand même quelques problèmes à ça. Par exemple, je sais que moi j'ai eu beaucoup de mal pendant très longtemps à lire des romans parce que je trouvais ça juste casse-couille en fait, c'était chiant. Et en fait, le truc c'est que tu peux trouver déjà, si jamais t'as pas de problème pour lire tout ça, tu peux trouver quand même toujours chaussure à ton pied car la scène littéraire est quand même assez présente et assez diversifiée. Mais globalement, diversifier ses moyens de trouver de la culture, c'est quand même très important. Et si vous pouvez pas acheter de livres, empruntez-les à la médiathèque, là vous pouvez jouer à CS. Ou alors à l'écouter sur Audible. Nicolas Sarkozy sera heureux de vous lire Le Temps des Tempêtes. Écoutez, ce fut une super discussion, j'étais hyper heureux de la partager avec vous. Et je pense qu'il va falloir qu'on commence à se diriger doucement, mais sûrement, vers la fin de cet épisode. Mais avant ça, forcément, vous le savez, il va falloir qu'on va chacun notre petite reco culturelle. Donc pour ceux qui ne le savent pas, bah déjà pourquoi vous savez pas, vous avez pas regardé l'épisode d'avant. C'est une singerie ça. C'est du coup des recommandations d'œuvres culturelles ou simplement de trucs qu'on aime bien. Voilà. Exactement. Et je propose que on laisse l'honneur aux invités. Tout à fait. Les invités d'abord. Qu'est-ce que vous proposez culturellement parlant? Alors, je vous recommande la BD de Joe Gluten qui s'appelle Hello Utopia. Génial BD, j'aime énormément. Je sais pas si on peut encore la trouver parce que je l'ai achetée en précommande. En précommande. Il me semble qu'il a dit que dès que tout aurait été expédié correctement, il relancerait Les commandes. les commandes. Il y a un site en ligne qui va être créé dans pas longtemps. Donc, Hello Utopia, ça parle de Laika, qui est une chanteuse punk, qui a perdu son amie récemment, due à la drogue, et qui va un peu essayer de comprendre sa vision du monde, avec des personnages percutants et des vraiment beaux textes. Je vous le conseille excessivement, avec des inspirations de Pat the Bunny, un super chanteur folk, que j'aime énormément, punk folk. Hello Utopia est une référence directe au titre From Here Till Utopia, du coup, de Pat the Bunny, avec son groupe les Wingnut Dishwasher Union. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est Ramshackle Glory et que je suis un abruti. Merci beaucoup pour cette reco, Az. Ellie, as-tu une idée de recommandation culturelle? Alors, c'est le moment recommandation de Ellie, de moi-même. Pas mal. Alors, Mais non. moi je vous recommanderais, si vous aimez bien les animés, je sais que c'est une façon assez simple pour moi de m'intéresser au cinéma, à la culture un peu audiovisuelle. Et du coup, je vous conseillerais Nier Automata. Ils ont fait un animé. En fait, de base, c'est un jeu de dystopie. Ils ont fait un animé récemment. Et il est vraiment trop bien. Si vous voulez, je peux vous lire le synopsis. Alors, l'histoire se déroule en 11 945 sur une planète Terre abandonnée par les humains, forcés à partir vivre dans l'espace suite à une invasion extraterrestre de grande ampleur. Depuis une station orbitale, l'humanité contrôle des androïdes laissés derrière eux pour combattre la menace, dans l'espoir d'un jour reprendre le contrôle de la planète. Parmi ces androïdes, Tubi, un robot de combat, va assister à la résistance de leurs affrontements quotidiens. Bref. C'est un peu long pour rien dire, mais en gros, c'est deux robots qui vont nouer une relation en fonction des missions qu'ils auront à faire ensemble. Genre, en fait, à chaque fois qu'ils meurent, ils ont la mémoire effacée. Mais donc tout ce qu'ils ont construit jusque-là s'efface, sauf Tubi qui se souvient à chaque fois de tout et qui doit à chaque fois revivre le même enfer. Et genre, c'est vraiment très cool et je vous le conseille. Parfait, merci beaucoup. Ça a l'air Merci très, beaucoup. très, très pas mal. J'aime la dystopie. C'est vrai que c'est bien. Moi, comme recommandation culturelle, avant de vous laisser, je vais vous proposer un manga. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai revu des posts qui parlaient de Junji Ito, qui est un auteur d'horreur de manga qui est vachement qualitatif. Et je vais vous proposer un de ces mangas que j'ai lu il y a quelques temps, mais qui est toujours ancré dans ma mémoire, qui est vachement bien. Il s'appelle Spiral, qui est un de ces mangas les plus connus, je pense, qui est un peu gros, du coup un peu cher à l'achat, mais à mon avis dans une médiathèque, lol, vous trouverez un exemplaire, car la chance est que Junji Ito est assez connu quand même, donc si vous avez des gens qui diversifient un peu leur catalogue, ça devrait se trouver facilement. C'est un truc d'horreur, je vous spoil pas trop, parce que l'incompréhension en lisant ça est quand même importante, je trouve. En tout cas, c'est un manga d'horreur,
un peu de body horror, c'est ce que c'est Junji Ito, donc attention à ça, si jamais vous aimez pas. C'est vraiment très très bien. Malgré la taille, ça se lit vite si vous êtes intéressé. Étant donné que c'est un manga, c'est un média un peu cool. Du coup, voilà, c'est ma recommandation culturelle d'aujourd'hui. Et pour ma part, je vais vous recommander un événement qui est attendu par énormément de monde. Un événement magnifique. Je parle bien évidemment de la 2e saison du super podcast, vraiment cool et intéressant. En plus d'être innovant et host par deux gauchias, c'est officiel, le prochain épisode sera le premier de la 2e saison de ce superbe podcast. Nous espérons qu'il vous plaît autant que nous aimons le faire. Et nous vous disons à bientôt, après évidemment la recommandation musicale de ce très cher Mandar. Et oui, merci Ratus pour cette super recommandation. Avec plaisir. Je suis tout à fait en accord avec celle-ci. La 2e saison qui sera trop bien, avec plus de blagues, plus de talent, plus de choses, mais toujours les deux mêmes guignols. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on se quitte avec une super musique que j'aime vraiment beaucoup, surtout qui vient d'un groupe que si vous écoutez un peu, vous commencez à connaître. Je fous la mort. Ça s'appelle Pixel Grip, qui font de la tech / house un peu électro, et c'est vachement bien. C'est leur dernier single qui est sorti dans leur dernier album, et je vous conseille d'aller l'écouter, c'est vachement bien. Et du coup, on se quitte avec I Bet Yuzu de Pixel Grip. On espère que cet épisode vous a plu, et on se revoit pour la saison 2. Et au revoir à tous. Au revoir. À bientôt. Et je vous embrasse goulûment entre les deux yeux.